vous propose de démarrer. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, nous sommes dans la seconde conférence de notre cycle de conférences, 3 conférences sur les arbres. L'objectif qu'on a souhaité mettre en œuvre, c'est de pouvoir interroger un certain nombre d'experts sur différents sujets autour des arbres. Donc la première conférence était sur les arbres d'alignement, avec effectivement une vision un peu historique qu'on a eue, une vision d'accompagnement à la pousse d'arbres dans un espace un petit peu plus particulier, peut-être un peu moins urbain, dans un des exemples qui était présenté par Laure Planet. Et puis on a terminé sur une vision très pratico-pratique. C'est un peu la commande. Ces conférences-là, on a souhaité être un peu en truc comme ça, là, je ne sais jamais, en V inversé, non, en V dans le bon sens d'ailleurs. Voilà, c'est-à-dire avoir une vision un petit peu globale d'un sujet et ensuite aller jusqu'au pratico-pratique qui permet que si vous êtes dans la logique de vouloir planter quelque chose, etc., que vous puissiez avoir une proximité et pouvoir répondre à quelqu'un qui réponde à vos questions très pratico-pratiques. Là, du coup, on va faire un peu les choses dans l'inverse, parce que l'intervenant qui était là pour nous donner la vision plus globale va arriver avec un petit peu de retard. Donc on va commencer les pieds dans le sujet, dans la terre et avec le pratico-pratique. On va faire en sorte de rester sur un temps de 15-20 minutes. Premier intervenant, 15-20 minutes. Donc moi je vais être l'audieuse qui va faire du bip. 15-20 minutes aussi le deuxième, de façon à avoir un temps plus important de questions-réponses, alors au moins aussi important que la fois dernière, mais avec une fin plutôt. Donc bien évidemment, l'objectif, ce sera, le micro passera dans le calme, le respect, la courtoisie, d'autant qu'on est filmé, donc on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Donc ça, c'est quand même une consigne que je ne pensais pas avoir à passer la fois dernière, mais je préfère passer cette fois-ci pour ne pas revivre la même chose. Donc voilà, et puis la troisième conférence, c'est toujours sur les arbres, et on va évoquer le sujet de la micro-forêt. Souvent on parle aujourd'hui, on va créer des petites forêts, il y en a qui disent oui, mais 2 ans plus tard tout est mort, d'autres qui disent mais c'est justement cette solution-là qu'il faut développer. Donc face à toutes ces interrogations-là, on aura effectivement 3 experts aussi qui vont nous parler de ces sujets. En tout cas, moi, je souhaitais vraiment remercier Kinga. Il faut que je passe sur les slides, mais oui, quand même. Kinga qui a porté, qui a élaboré ce cycle de conférences, qui, par sa vie professionnelle, est en contact avec énormément d'experts sur ces sujets-là. Donc vraiment un grand merci. Je vais maintenant lui passer la parole. Je te propose que tu te présentes et puis ensuite les intervenants et la balle est dans ton camp. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour, comme le disait Florence, la seconde conférence de notre cycle. Donc juste en 2 mots, oui, effectivement, ma vie professionnelle m'a amenée à travailler de longues années au Muséum d'histoire naturelle et donc à côtoyer beaucoup de chercheurs qui travaillaient sur la biodiversité, sur l'écologie et sur la résilience du vivant d'une manière plus générale. Et aujourd'hui, je suis amenée à bifurquer un petit peu et à la suite d'une formation à l'école du paysage à Versailles, à rentrer dans une agence le mois prochain. Voilà, d'ailleurs chez une paysagiste qui était l'une de nos premières intervenantes à la première conférence. Voilà. Donc effectivement, c'est dans ce cadre que j'étais amenée à rencontrer beaucoup de professionnels du domaine et l'intérêt pour nous, c'était de mixer les points de vue. Donc c'était d'avoir à la fois des paysagistes, bien évidemment, qui travaillent beaucoup pour des collectivités territoriales sur des projets très concrets, mais de travailler aussi et de proposer aussi des points de vue de producteurs. Donc comme Daniel Soupe, qui est à ma droite, qui est pépiniériste et que je vais vous présenter un petit peu plus juste après. Des points de vue aussi d'arboristes, donc de spécialistes de l'arbre qui travaillent à l'ONF, de chercheurs qui travaillent à l'INRAE, voilà, et d'entreprises aussi privées qui travaillent sur différentes techniques, notamment d'arrosage, voilà, et qui travaillent plus généralement sur le cycle de l'eau. Donc l'idée vraiment c'était de croiser les points de vue. La première conférence, on avait également un expert qui parlait
des jardins historiques et qui expliquait un petit peu la genèse de l'alignement des arbres et comment ils ont été ensuite transposés en milieu urbain. Voilà, donc l'idée c'est de vous donner un panorama un peu général, comme le disait Florence, que ça puisse également servir pour votre propre pratique. Donc l'idée c'est que les publics qui sont visés sont évidemment très divers. On va essayer d'être très pédagogique, mais il y aura également des dimensions techniques qui intéresseront certainement certains d'entre vous. Voilà, donc on va tout de suite, du coup, c'est là. Voilà. Donc, je vais vous présenter le premier intervenant, en tout cas le premier qui est sur le slide, qui effectivement est un petit peu en retard, donc Thierry Lamont, qui va nous rejoindre d'ici une vingtaine de minutes, qui nous parlera de la physiologie des arbres et de toutes ses recherches sur l'adaptation des sens exotiques. Mais voilà, on lui laissera vous en parler plus en détail. Et nous allons tout de suite entamer avec Daniel Soupe, donc comme je vous le disais, qui est pépiniériste. Et on s'est mis d'accord pour essayer de rendre les choses un petit peu dynamiques, pour avoir un peu un jeu de questions-réponses. Donc il vous a bien évidemment préparé une présentation. Et la première question que je vais lui poser en introduction, puisque tout le monde évidemment, j'imagine, n'a pas forcément la même culture dans le domaine, et avant d'aborder la question des espèces exotiques qui défraient un petit peu la chronique dans le milieu, la question de cette acclimatation, mais ça on en parlera largement ce soir. La première question, c'était de définir déjà ce que veut dire un arbre local, parce qu'aujourd'hui il y a un petit peu le culte du localisme à tous les niveaux, et c'est vrai qu'il faut un petit peu savoir ce dont on parle entre l'essence locale, l'arbre qui est produit localement, et d'une manière générale ce que ça signifie aussi face au dérèglement climatique. Voilà, donc il va vous introduire un petit peu ces aspects-là dans un premier temps. Eh bien, bonsoir. Alors, Daniel Soupe, pépiniériste à Châtillon-sur-Chalaronne dans l'Ain. On est au nord de Lyon. Et donc, je vais vous parler un petit peu de l'arbre local parce que bien avant que ce soit lancé, que ce concept soit lancé, on le faisait déjà. C'est-à-dire qu'au moins 30 ans avant, il y a à peu près 40 ans, on allait cueillir les graines sur les arbres de la région, et puis d'autres régions. Je suis allé même dans les Alpes, pour des projets bien définis. L'autoroute de la Maurienne, on est allé cueillir des graines 3 ans avant, on les a mis en culture, et après on les a replantées sur la Maurienne. Donc là, vraiment, on était dans le programme d'arbre local. Et là, dans ces conditions très dures, il a vraiment toute sa signification et son intérêt d'avoir des arbres locaux. Parce que les conditions climatiques sont très, très compliquées. À partir de 1000 mètres, 1200, 1500 mètres, c'est d'ailleurs pas les mêmes espèces. C'est les mêmes espèces, mais ce n'est pas les mêmes écotypes. C'est des écotypes bien adaptés à ces milieux. L'arbre local pour la région parisienne, c'est celui qu'on trouve dans les haies, partout, qu'on trouve dans la nature. Alors, je vais aller vite et droit au but. L'arbre local est-il parfaitement adapté au changement climatique? Eh bien, non. Et pour une bonne partie. Il y en a, oui, qui sont parfaitement adaptés, mais pas tous. Et on voit bien dans les haies, dans les bosquets, certaines variétés grillent déjà au mois de juillet avec des fortes chaleurs. Ils ne sont pas habitués à ces chaleurs. Et on a la température qui augmente, surtout les ultraviolets qui brûlent les feuilles. Et puis on a des terrains très secs, et ces arbres ne se sont pas habitués à ça. C'est-à-dire que, pour rentrer un peu plus dans le détail, ils ne se sont pas fait accompagner par les bonnes mycorhizes, par les bonnes bactéries. Et donc, ils meurent, ils disparaissent.
Et donc l'arbre local, il faut s'en méfier énormément parce que dans les arbustes, il y en a qui sont bien, qui sont très corrects, très résistants, puis il y en a qui ne sont pas résistants du tout, et puis d'autres moyennement résistants. Et dans les arbres, c'est encore pire parce que dans les arbres, il y a 5 espèces en France, d'espèces locales, qui sont adaptées, bien adaptées au changement climatique. Et des espèces région parisienne, une. On peut en trouver, si on cherche bien, une autre ou deux, mais globalement, une qui est bien résistante, c'est la serre campestre, l'érable champêtre. Les autres, non, ils ne sont pas résistants. Après, il y a un autre érable qui est français, enfin, qui porte un nom français, Montpellier, l'érable de Montpellier, Cocorico. Je l'ai retrouvé en Turquie et je l'ai retrouvé là dernièrement au Tadjikistan, au nord de l'Afghanistan. Alors, il a parcouru des kilomètres. Hein. Eh bien, il y a très peu d'espèces. Donc, attention, il ne faut pas tomber dans le piège, dire plantons que des espèces locales, parce que de toute manière, on ira au casse-pipe. Hein. Il y a forcément des arbres qui ne vont pas tenir. Alors justement, on parlait d'espèces locales, donc locales ou acclimatées, hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. J'avais évoqué avec Daniel notre problématique autour des marronniers d'Inde qui étaient grillés cet été dès le mois de juillet. Et voilà, et donc on se pose la question de leur pérennité. Qu'est-ce que vous en dites? Le marronnier, je pose une question. D'après vous, il est local? Non. Ah bah non. Non. Bah non. Non, non, c'est une essence introduite d'Asie mineure. Et tout le monde croit que, les voyant depuis des décennies, qu'il est local. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Le platane ne l'est pas. Et quand on regarde bien, regardez bien autour de vous dans les alignements, des espèces locales, vous n'en verrez pas. Parce que la serre campestre, il n'y a pas longtemps qu'il est cultivé. Et qu'on l'introduit maintenant dans les espaces verts urbains. Et on ne peut pas faire de la monoculture. Parce que là, on va retomber dans les mêmes problématiques que le tilleul, le marronnier et le platane. Ces 3 espèces, c'est 80% des plantations urbaines en France. Et là, les maladies, quand elles arrivent, les marronniers sont touchés. Hein, et ils sont touchés par la chaleur, par le sec et par des maladies, des insectes. Donc, il faut faire très attention. Alors justement, donc on compte sur vous pour nous proposer vos solutions. Donc les premières déjà, c'est celle de l'adaptation des espèces qui sont potentiellement acclimatées et qui peuvent survivre et de les aider en termes de résilience. Donc justement, Daniel va nous présenter... faut qu'on repasse. Faut qu'on repasse. Ah. Qu'on aille sur, parce que c'est au début de la présentation. D'accord, donc on revient au début. Oui, au début. Mais voilà, donc Daniel va nous parler de techniques de génie végétal, en fait. Je vais vous parler déjà d'espèces adaptées. D'espèces adaptées. Alors je vous laisse faire votre présentation. Alors, chez nous, Pépinière Soupe, j'ai commencé tout seul, en 75. J'étais seul. Pendant 6 mois, j'ai travaillé tout seul. Et après, un salarié, puis après 2, puis après 3, puis aujourd'hui, on est un peu plus de 100. Hein. Tout commence par la graine, son origine, sa provenance et nos sélections. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller chercher une espèce qui est très bonne, qui est très bien, il faut encore la sélectionner pour ramener le bon écotype. Hein. Je vous parlais tout à l'heure des écotypes. Le noisetier qui pousse en Haute-Maurienne, il n'a pas les mêmes feuilles que le noisetier qui pousse en plaine chez vous. Hein. Non, il n'est pas du tout, hein. C'est des feuilles différentes. Alors, nous on fait des semis en plein champ, la formule naturelle et ancestrale, jusqu'à la production de très grands végétaux. Grands, type 20-25 mètres d'auteur. 25 tonnes. Hein, mais ça, on en fait.
Alors, les changements climatiques, moi je parle plutôt de dérèglement climatique. Parce que ce n'est pas un vrai changement climatique. Ce n'est pas la canebière qui remonte à Lyon hein, ou à Paris. Hein. Non, non. On aura des hivers froids et surtout des amplitudes thermiques très importantes. Et ça, il faut bien l'avoir à l'esprit, il faut faire attention, il ne faut pas céder à la tentation de ramener des plantes du Midi qui vont geler chez nous. Alors voilà, on récolte nos graines. Une grande partie des graines sont récoltées par nous-mêmes. Toutes les essences locales, on les récolte et on les fait récolter dans d'autres régions pour les avoir locales, mais on les produit chez nous. Voilà, alors on les sélectionne, on les travaille. Je ne vous montre pas le laboratoire où on travaille les graines parce que là, il y en aurait pour quelques heures. Et on désinfecte les sols avec la vapeur, sans produits chimiques, aucun. Hein. Maintenant, j'ai une nouvelle machine plus performante que celle qui est présentée là. Et voilà les bâches de semis, hein, où on fait nos jeunes arbres. Voilà. Voilà ce que ça donne au bout d'un an. Hein, des plantes qui font 20-30 cm. Alors, les espèces d'avenir adaptées aux à-coups climatiques, eh bien, tout simplement, c'est des espèces qui, pour la plupart, viennent de pays aux hivers, aux étés très chauds, l'ensoleillement fort, les ultraviolets forts, et surtout des hivers froids. Parce que là, il faut quand même qu'ils soient adaptés, sinon ça ne marchera pas. Hein. Alors là, je vais vous faire défiler toute une liste d'espèces qu'on a sélectionnées, mais on ne les a pas sélectionnées il y a 1 an ou 2 ans ou 5 ans. Hein. On les a sélectionnées il y a 30 ans, 40 ans. Attention, hein. Celui-là, il y a presque 40 ans que je l'ai. Et donc, et il est présent dans les arboretums. Quand je vais chercher une variété dans un pays lointain, je regarde déjà s'il est présent dans les arboretums et comment il s'est comporté. Pour avoir une expérience sur la durée. Hein. Donc celui-là, il est fantastique en coloration automnale. C'est un arbre, c'est un érable. Hein. Acer, c'est érable hein, en nom français. Voilà, l'Acer cappadocicum, comme son nom l'indique, il vient de Cappadoce, donc de Turquie, et là il est très résistant et au calcaire et au terrain sec et à la chaleur. Montspéculanum, c'est notre érable français qui pousse sur toute la ceinture méditerranéenne et qui remonte même vers l'Atlantique, et on le trouve dans d'autres pays, bien entendu. C'est un petit arbre, hein, c'est un arbre de petit développement. Alors le Zonensianae, exceptionnellement, c'est un hybride. C'est un hybride parce qu'il est vraiment intéressant. Comme parent, il a Montspéculanum et Cappadocicum. Donc il a les 2 parents qui sont adaptés à la chaleur et à la sécheresse. Alors Carpinus japonica, c'est un charme qui tient beaucoup mieux que les charmes Carpinus betulus. Carpinus betulus, on ne l'utilise beaucoup moins en alignement maintenant, parce que il n'est pas adapté. Il lui faut des terrains un peu frais. Et en ville, maintenant, avec la chaleur, les terrains sèchent. Orientalis, alors comme son nom l'indique, il vient de l'Extrême-Orient, et alors là, il est très résistant, très performant. C'est un petit arbre qui est très beau, très magnifique. En hiver, il est presque plus beau qu'en été, quand il n'a pas de feuilles. Parce que les branches sont architecturées, comme ça, ondulées, et il a une forme artistique. Alors les celtis, c'est le mycocoulier. On connaît bien le mycocoulier de Provence, hein, mais c'est le moins intéressant. Et les mycocouliers sont très intéressants. Le Celtis sinensis particulièrement, c'est un celtis de Chine. L'Evodia danelli, qui est l'arbre à miel, qui lui, plus il fait chaud, plus il fait sec, et mieux il pousse.
C'est incroyable. Il est vraiment inféodé par des mycorhizes qui l'approvisionnent en eau. Lui, il ne craint absolument pas la sécheresse. Les Gleditschia sont très intéressants, pratiquement tous. Alors nous, en espace vert, on utilise Skyline, parce que Skyline, il est sans épines. Les Triacanthos, ils ont des épines plus grandes que la main. Et il a une forme bien, il est joli, il pousse très très bien en ville. Colreteria paniculata, ça c'est le savonnier, le nom français. C'est un arbre originaire de Chine qui fleurit abondamment. Je n'ai pas les vues en fleurs, mais au mois d'août, il est tout jaune. On dirait un mimosa, c'est magnifique. Il est vraiment superbe. Et après, il refleurit, enfin, on croit qu'il refleurit quand on le regarde de loin, parce que les fruits qui sont en forme de clochette sont rouges. Et il passe pour une deuxième floraison. Vraiment, il est intéressant, très résistant. C'est un petit arbre de petit développement et donc adapté au jardin, aux rues étroites. Liquidambar, orientalis. Parce que le liquidambar styraciflua, l'américain, lui, il lui faut des terrains frais. Et le liquidambar orientalis, lui, il pousse. Il est originaire de Turquie. Et bien qu'il pousse dans les fonds de vallée, il est quand même hautement résistant à la chaleur, aux ultraviolets et aux terrains secs. Et il n'y a pas très longtemps que je l'ai pas encore en grosse taille. Et les pistachés, alors là, fantastique. Les pistachés, en plus, ils sont très beaux, ils ont des couleurs fabuleuses. Ça, c'est un arbre qui est récent. On l'a introduit il y a un peu plus de 10 ans, mais 10 ans, c'est rien pour un pépiniériste. C'est très, très, très jeune encore. Donc, on en a quand même pas mal maintenant. Et puis j'en ai d'autres, j'ai d'autres variétés de pistachés. Alors les chênes, Thierry Lament va en parler mieux que moi parce que c'est le spécialiste français du chêne. Et Quercus acutissima, c'est un très bel arbre américain. Le Castagnifolia, c'est la star des chênes. Pour moi, c'est le meilleur des chênes actuellement connus. Il pousse dans du gravier, dans du tout venant, dans des mauvais terrains, et il pousse très très fort. Il fait chaud, il pousse, sans arrosage. Fantastique. Et celui-là, je l'ai ramené tout près de l'Iran. Je n'ai pas osé aller en Iran le chercher, il y est, mais je l'ai pris en Azerbaïdjan. Voilà. Et je dois recevoir des glands la semaine prochaine. Je fais récolter sur des arbres que j'ai sélectionnés. Myrcinifolia, c'est un chêne persistant, c'est un des meilleurs chênes persistants. Et vous en avez un exemplaire ici, près de chez vous, au parc de Sceaux, là, qui est énorme, qui est superbe. Il n'est pas génif, il résiste. Rhizophila, très bon chêne demi-persistant, qui garde ses feuilles l'hiver, qui fait des pousses de 1,50 m, qui pousse bien. Vraiment, celui-là, il est intéressant aussi. Variabilis, il est chinois, et lui, il tient bien au calcaire, et il tient bien dans les terrains séchants. Et il pousse très élancé, donc il convient bien aux alignements de ville. Zelkova, Serrata, et une des raisons de la mauvaise résistance des végétaux au changement climatique, en fait, c'est la fausse de plantation. Alors j'ai terminé dans la première présentation, et avant de démarrer la deuxième... Voilà, alors avant de démarrer la deuxième et peut-être de s'appesantir sur des questions techniques, peut-être qu'on peut donner la parole à la salle si vous souhaitez poser des questions sur le premier... Je pense qu'on va s'entendre. Vous n'avez pas cité les chênes verts et les chênes lièges. Pardon. Vous n'avez pas cité les chênes verts et les chênes lièges. J'ai en pépinière,
J'en ai presque pas besoin. Qui supporte bien. J'ai en pépinière plus de 500 espèces. Je ne peux pas toutes les citer. En chêne, j'ai à peu près 50 espèces et variétés de chênes. Donc les chênes verts, évidemment, sont très intéressants et ils font partie des 5. Hein. Le chêne vert, le chêne liège, attention au gel quand même. Hein. On le cultive, j'en ai des gros, mais attention au gel. Voilà. Surtout qu'on lui a dit qu'il fallait tenir les délais, le temps, donc on ne pouvait pas passer partout. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on vient de voir ? Moi, je voulais vous demander, avec le dérèglement climatique, est-ce qu'on voit apparaître de nouveaux insectes ? On parle parfois du capricorne asiatique, des attaques de ce type-là. Est-ce que les arbres que vous avez présentés, ils sont assez résistants ? Vous avez parlé des besoins en eau. Alors là, vous soulevez une question que j'avais prévu de répondre, même si on ne me la posait pas. En fait, dans nos sélections, la première des choses qu'on regarde, c'est la rusticité, savoir s'il va tenir au froid. La deuxième, savoir s'il est indemne ou résistant aux insectes et aux maladies. Ça, c'est les 3 premières choses qu'on regarde. Et maintenant, je regarde effectivement la résistance à la chaleur et au sec. Et en dernier lieu, je regarde l'aspect de l'arbre, l'aspect ornemental de l'arbre. C'est-à-dire que c'est vraiment le dernier des critères. Et effectivement, le frelon asiatique, il ne touche pas les arbres, il touche les abeilles. Hein. Mais on a des introductions sauvages ou mal contrôlées. Hein. J'en ai une dans ma commune, un producteur de bonsaï qui a introduit des bonsaïs et il nous a amené, je ne me rappelle plus le nom, asiatique, capricorne asiatique. Il en a amené 2 capricornes. Heureusement, c'était peut-être 2 femelles ou 2 mâles. Ils ne se sont pas reproduits. Mais quand même, le service de protection des végétaux est venu me surveiller dans les pépinières, m'a demandé de surveiller pendant 3 ans. Hein, parce que là, c'était grave. Hein. Donc, nous, quand on introduit une espèce, c'est toujours par la graine. Jamais de végétaux racinés. Jamais. Parce que là, on transporte les maladies, les insectes, avec les graines, pas. Justement, vous parliez des frelons asiatiques. Les arbres qu'on a plantés là devant, il y a un alignement qu'on ne voit pas, ce qui fait noir. J'ai oublié le nom de ces arbres-là. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait beaucoup de frelons asiatiques qui venaient. Et pourtant, il n'y avait pas de nid. Et à force de rechercher, on s'est rendu compte, en faisant venir l'association, etc., c'est que ces arbres-là, sur les troncs, sur les branches, ils se mettent à sécréter quelque chose qui vraiment attire non pas les autres bestioles, mais par contre le frelon asiatique. Ce qui fait que là, c'est pile là où on a mis les ruches. Donc on se dit, bon, ben, ruche, frelon asiatique, arbre, qu'allons-nous faire ? On est d'accord, mais ils font les deux, là. Monsieur qui voulait poser une question. Merci. Vous avez parlé à plusieurs reprises de façon discrète des mycorhizes. Je vais y revenir dans la présentation suivante. Parce que c'est important, évidemment. Très important. Je vais reprendre une série de questions, peut-être. Oui. On poursuit. Donc vous avez donné 4 critères dans la sélection en citant la rusticité. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de parcourir les rues de Sceaux et de voir certaines plantations que vous estimez étant rustiques et résistantes ? Malheureusement, je ne peux pas parcourir toutes les rues de toutes les villes de France, parce que là, ça me prendrait toute l'année et ça ne suffirait pas. Non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Maintenant, j'ai des relais. Hein.
les paysagistes et les services techniques hein, qui viennent chez nous et qui nous font part de leurs problèmes. Moi, quand il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais quand il y a des problèmes, ils nous en font part, ils nous demandent de... Et là, quand un de mes commerciaux qui est technicien en même temps, c'est un pépiniériste, quand il y a des problèmes, il va voir. Il se déplace, il va voir, il regarde et il donne son avis. Je propose de poursuivre et on reprend les questions. J'ai vu je donnerai le micro. Allez-y. Alors, une des... Il y a un truc qui est venu se mettre là-dessous. Une des raisons de la mauvaise résistance des végétaux en milieu urbain, je mets tout de suite le milieu urbain en premier lieu, c'est le plus important, c'est la fosse de plantation. Les arbres, ils poussent bien, hein, la plupart du temps, quand il y a une bonne fosse bien nourrie. Et le problème, c'est qu'en milieu forestier, ils n'ont pas de problème de racinement. En milieu urbain, ils ont des problèmes de racinement. Alors, les micro-organismes sont vraiment essentiels dans le processus de résistance des végétaux aux à-coups climatiques, à la sécheresse, à la chaleur. Ça, c'est vraiment important. Faut que je mette mes lunettes. Alors, vous voyez, l'enracinement en milieu naturel, il est plongeant, il se répand, mais sous une route, ben, il va beaucoup moins se développer. Et s'il y a une route de chaque côté, ben, vous voyez, forcément, ça ne va pas se développer. Je passe très vite parce que le temps m'est compté. Alors, depuis 20 ans, on a toujours agrandi les fosses. On faisait 1 mètre cube, on est passé à 16 mètres cubes, voire 20 mètres cubes, la ville de Paris. Voilà, on améliore, on amende, et l'arbre, il est au top de la forme parce qu'on lui a tout mis, tout ce qu'il fallait dans la fosse. Et il se développe. Tout paraissait sous contrôle, et ils se développent bien, hein, ces arbres. Mais après 4 ou 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Ils ont consommé tout ce qu'il y avait dans la fosse. Et qu'est-ce qui se passe après? Ben, ils n'ont plus la force et la puissance racinaire pour sortir hors fosse. Donc, ils dépérissent. Voilà. Et voilà, là je vais passer très vite, c'est ce site, c'est le parking au Futuroscope, où on m'a demandé de faire quelque chose parce que ces arbres étaient en train de mourir, en train de dépérir. Et donc j'aurais proposé de leur faire une nouveauté que j'avais imaginée, que j'avais mis au point 3-4 ans avant et que je n'avais pas encore divulguée, c'est la biodynamisation. Alors voilà, les exemples de dépérissement, vous pouvez en voir sur les parkings, hein, il y en a. Hein. Alors là, les arbres, les fosses sont très volumineuses, la terre est bien amendée, riche, peut-être trop riche. Et il y a une frontière entre la fosse de plantation et le hors-fosse qui n'est pas souhaitable et qui n'est pas bonne dans le développement des arbres. Parce que brutalement, en l'espace de 2 ou 3 ans, quand l'arbre n'a plus rien à manger, n'a plus de possibilité de se nourrir, eh bien, il dépérit. Et là, le confort n'incite pas à l'effort. Ça, retenez bien cette phrase parce que là, elle en dit non. Alors, l'arbre, il ne peut ni s'ancrer en profondeur, ni sortir de la fosse, et après quelques années, la fosse s'appauvrit, le dépérissement peut commencer. Que peut-on faire alors? Je vais passer assez vite pour vous montrer maintenant ce qu'on préconise comme fosse de plantation. Des fosses de plantation plus ouvertes. Hein. Alors, s'il y a des réseaux, il faut les faire en longueur.
faut les faire là où on peut, évidemment. Hein. Mais surtout, de ne plus ramener de terre végétale bien amendée dans la fosse. De travailler avec la terre en place, la terre qui est présente, pour qu'il n'y ait pas une trop grande différence entre la fosse et l'extérieur. Et d'ouvrir pour que les racines puissent sortir à l'extérieur de la fosse. Ça, c'est fondamental. Alors, expérience et retour d'expérience, Futuroscope, vous voyez, on a fait des tests, on a arraché des arbres pour voir ce qui se passait, on a été très très surpris. Et voilà les arbres. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a introduit des bactéries issues du site, ça c'est le procédé rhizosol, des champignons endomycorhiziens, BRF, acide aminé, chéate de fer, injection sous pression, décompactage de surface, intervention mars 2015, et voilà. Là, la photo, mars 2015, là, juillet, fin juin 2015. Fin juin 2015, et là, ils sont tous en flore, c'est au mois d'août. Les sophoras fleurissent en août. Voilà. Eh bien, regardez ces arbres. J'ai rien fait depuis. Hein, il y a maintenant 2015, 7 ans. Je n'ai rien fait. Alors que le laboratoire, le chef de laboratoire m'avait recommandé de refaire une piqûre de rappel. Et il pousse toujours. Et je vous dirai pourquoi après. Voilà, ils sont magnifiques. Hein. Et voilà les racines à 10 cm on avait coupé des racines pour biodynamiser. Elles ont repoussé invraisemblables. Et des racines qui, là sur la diapo du bas, faisaient 80 cm de longueur. Ils ont fait 80 cm en 4 mois, ce qui est vraiment extraordinaire. Voilà, alors tout ça pour vous dire que la biodynamisation, c'est l'avenir. C'est l'avenir et ce chantier a prouvé que la biodynamisation, c'était l'avenir. Pourquoi? Parce que une fois qu'on remet de la vie microbienne dans un sol où elle a disparu, et qu'on met les accompagnants aussi. Il faut mettre du carbone. Hein. Mais le carbone, vous en avez tous. C'est le broyat forestier, c'est le BRF. Hein, quand vous taillez une haie, vous la broyez, boum, c'est du carbone. Et c'est presque gratuit. Hein. Donc on va ensemencer des bactéries sélectionnées par un laboratoire. Les prélèvements, on les fait sur le terrain, on envoie au laboratoire, il isole les bactéries fixatrices d'azote, il isole les bactéries solubilisatrices de phosphore, les actinomycètes, et on les réintroduit dans le même sol, mais en masse, et avec du carbone pour qu'elles se multiplient à grande vitesse. On fait la même chose avec les mycorhizes. Et là, les bactéries, les mycorhizes, se mettent sur les racines et c'est un échange fabuleux. Les racines émettent des exudats racinaires qui nourrissent les bactéries, qui nourrissent les mycorhizes et en échange, les mycorhizes apportent l'eau, les oligo-éléments et les bactéries nourricières apportent l'azote et le phosphore. Et ça, on n'a besoin de le faire qu'une fois, parce qu'après, les micro-organismes suivent la rhizosphère, ils suivent le développement racinaire de l'arbre. Et donc, il n'y a plus besoin d'amener d'engrais. Merci beaucoup. On va prendre une ou deux questions, le temps que M. Lamant s'installe, prenne racine dans cette salle et puisse prendre la parole. Est-ce qu'il y a des questions Oui. Les plantations en milieu urbain, moi j'avais découvert à Zurich, je crois,
des plantations d'alignement sur le trottoir et qui en fait étaient en dessous du niveau du trottoir. C'est-à-dire que j'ai compris que la surface donc, de la fosse était... il y avait un échange gazeux avec l'atmosphère, puisqu'en fait donc, il y avait des dalles et en fait l'air circulait donc, sur la fosse, donc, même une fois que l'aménagement était terminé. Et plus récemment, en fait, cette semaine, je suis allé à Châtenay donc, dans une nouvelle opération, là, donc, baptisée ou labellisée Écoquartier, et j'ai constaté la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, les plantations sont quasiment à 40 cm donc, sous le niveau fini du trottoir, et donc j'imagine que tout cela va se terminer par des dalles, ce qui fait que en fait, donc, la fosse va continuer à échanger avec l'atmosphère. Je pense, a priori, j'intuite que c'est une bonne solution, mais je ne sais pas quel est votre avis. Compléter comme c'est la réponse. Et dans des villes du 94, ce qui m'a étonné, c'est que là, on se promène et les arbres sont plantés plus haut. Et je me suis dit, c'est rigolo parce qu'on peut faire une sorte de chasse, se promener et tout, et les arbres sont à la hauteur des hanches. Alors je me suis dit, bon, ben voilà, je complète la question. Je m'apprête à publier une formule qui aurait jamais dû être abandonnée, et qui était reprise par un vieux pépiniériste allemand qui disait « Les arbres, il faut que les racines des arbres voient le clocher, qu'elles soient à fleur de terre et qu'elles voient le clocher. » Pourquoi? Parce qu'il faut que l'arbre, il soit approvisionné en oxygène, il faut que l'air circule. Pourquoi l'air? Mais tout simplement pour permettre aux micro-organismes de se développer. C'est aussi simple que ça. Parce que sans micro-organismes, l'arbre, il mord. Il mord parce que la terre devient ce qu'on appelle stérile, morte. Et dans une terre morte, aucune plante ne peut pousser. Au moins au début. Il y a quand même des choses qui peuvent pousser, mais à partir de la graine. Et d'abord les légumineuses. Alors pourquoi? Parce que les légumineuses, elles sont plus intelligentes que d'autres groupes d'espèces, parce qu'elles transportent leurs bactéries fixatrices d'azote dans la graine. Donc la graine qui tombe dans une fissure de trottoir, elle germe parce que la bactérie fixatrice d'azote va l'approvisionner immédiatement sur le germe qu'elle développe. Et donc elle va se développer. Mais les autres espèces, elles ne pousseront pas. Hein. Et là, il y a longtemps que je connais ça, les trottoirs sur dalles au pied des fosses, ça permet à l'air de circuler et donc à la terre de respirer, tout simplement. Mais maintenant, je m'apprête à produire quelque chose, c'est que je vais donner comme exemple ce qu'on fait nous en pépinière depuis longtemps maintenant, on plante sur but. Et donc l'arbre, il faut le planter, moi je dirais, les 20 à 30% hors du sol, en ramenant de la terre, bien entendu, à son niveau, pour qu'il bénéficie d'un maximum d'aération. Et les racines, ne vous faites pas de soucis, elles vont se développer là où ça les intéresse. Nous, dans la Dombes, qui est toute près de chez moi, hein, si on plante un cerisier au collet, il mord. Il mord directement. Il ne va pas reprendre, ou il va pétouiller, il ne va pas pousser, puis au final, il va disparaître. Si on le plante, on fait la fosse de plantation, on rebouche tout, on le pose sur terre et on amène une boîte de terre, il pousse et il y a des cerises. Tout simplement parce que les racines vont aller conquérir les couches du sol qui lui conviennent. Si c'est trop humide, elles ne vont pas y aller. Bonsoir Daniel, bonsoir à toutes et tous. J'avais un petit élément de réponse par rapport aux fosses de plantation. Ça doit être le système de Stockholm, si je me souviens bien, et il a été notamment, entre autres, mis en place devant la gare sur le parvis de la gare de la Part-Dieu à Lyon. Vous regarderez, vous voyez les arbres un peu par en dessous. Et en fait, c'est une gigantesque fosse continue qui fait toute la place, qui fait que les racines des arbres peuvent aller déambuler partout. Et on a donc cette impression d'avoir des choses en contrebas comme ça. Voilà.
Et pareil, par rapport à ce que disait Daniel tout à l'heure sur les plantations surélevées, Gaston Allard qui a créé l'arboretum à Angers, un arboretum de renommée au moins nationale, planter les arbres de cette manière-là au 19e siècle. Donc voilà, c'est des bonnes recettes, il faut les garder. Alors justement, Daniel, est-ce que vous souhaitiez conclure? Je crois que vous êtes sur votre page de conclusion et après on... Je vais conclure tout simplement parce que j'ai présenté là les bactéries. Et je n'ai pas présenté les mycorhizes. Mais les mycorhizes, c'est très très important de savoir que les racines ont une faculté d'exploration du sol qui est je ne la quantifie pas, mais tout simplement, d'une variété à l'autre, elles ont des possibilités plus approfondies, plus importantes. D'où leur résistance à la sécheresse ou pas. Mais les mycorhizes, elles ont une faculté d'exploitation du sol qui est de 50 à 500 fois plus élevée que les racines. Donc vous comprenez bien que dans ces conditions, l'arbre qui a su s'inféoder de bonnes mycorhizes, eh ben, il résiste beaucoup mieux que les autres, que ceux qui n'ont pas su le faire. Et les arbres que je vous ai présentés dans la liste tout à l'heure, ils savent vraiment bien s'inféoder avec les bonnes mycorhizes. Et là, c'est fondamental de préserver l'aération du sol, on y revient, pour que les mycorhizes puissent se développer et que les bactéries nourricières puissent se développer. Et là, on n'est pas vraiment obligé de ramener de la bonne terre végétale. Bonne terre végétale, parce que chez vous, ici, 98% de la terre n'est pas de la terre. C'est pas de la terre végétale, c'est de la terre reconstituée. J'irai pas plus loin parce que c'est une polémique qui risque d'enfler si jamais. Mais vous me donnez un échantillon de terre que vous achetez, la ville par exemple que vous faites venir. Moi, je vous fais faire une analyse microbiologique et je vous le prouve. Du coup, en fait, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait poursuivre avec Thierry et qu'après, on allait regrouper les questions pour nos deux intervenants. Comme ça permettra à Thierry de faire sa présentation en entier aussi. Mais du coup, il faut retenir des questions. Il faudra juste après. Voilà, donc vous verrez Thierry et Daniel pourront aussi répondre à des questions communes ensuite parce qu'ils vous dévoileront leur projet commun. Voilà, donc en fait, on avait imaginé qu'on leur donnerait la parole à tour de rôle, mais finalement, chacune des présentations sera faite de manière globale. Et tout à l'heure, Daniel parlait de la question de l'adaptation, de l'inféodation. Et bien ça, c'est vraiment le sujet que Thierry va développer sur quelles espèces adaptées face au changement climatique. Donc je lui cède la parole. Merci. Bonsoir à tous, toutes. Désolé pour le péripétie, petite question ferroviaire, on va dire, entre autres. Voilà. Très bien. Alors on a l'habitude de se croiser au colloque avec Daniel, on se croise régulièrement pour les mêmes questions d'ailleurs, question de changement climatique. Et voilà, je vais vous montrer à peu près... Oui, pardon. Voilà. Ouais, tout à fait. Voilà. Et puis je passe parce qu'il faut que vous restiez à peu près. D'accord. Entendu. Technicien dans l'oreillette. Pas de souci. Depuis un petit moment, on me demande de faire des propositions de plantation par rapport au changement climatique, donc j'ai essayé d'élaborer une espèce de petite technique pour arriver à proposer des choses. D'ailleurs, j'ai une commande officielle au niveau de l'ONF qui m'emploie pour sortir un livrable qui va être diffusé dans le cours de l'année 2023 en fonction des régions, et voilà, avec un panel d'espèces proposables. Vous verrez que malheureusement, dans le cas des espèces proposables, toutes ne sont pas disponibles, mais à force d'en parler, peut-être que... D'ailleurs, la preuve, les choses, elles bougent. Et voilà.
Et d'ailleurs, c'était en fait en guise d'introduction, on se connaissait de manière sans s'être vu, mais avec Daniel, et on s'est rendu compte lors d'un colloque à Albi où on était intervenant qu'on parlait quasiment des mêmes arbres. Donc on s'est dit, voilà, on marche dans la même direction, donc on va essayer de continuer dans cette voie-là. Donc je vous ai mis juste quelques petites notions au départ, mais voilà, le but du jeu, c'est pas de faire des PowerPoint avec du texte, mais au contraire avec des illustrations. Et en fait, voilà, par l'exemple d'une étude que j'ai faite pour le département de l'Aude et en particulier la ville de Carcassonne. Et alors, vous avez vu que voilà, moi je suis parti sur des choses très classiques comme les diagrammes embothermiques. Dans le diagramme embothermique, vous avez la partie qui se trouve en dessous la courbe rouge qui correspond au mois sec. Voilà. Alors en fait, là c'est un peu accentué parce qu'on est sur une échelle qui double un peu la période de sécheresse, mais c'est ce qu'il faut regarder, c'est vraiment les mois qui sont problématiques. Et alors Carcassonne, c'était un peu particulier parce que c'est peut-être une ville, une région presque unique en Europe où on a des vents qui apportent de la pluie dans les deux sens. Aussi bien du nord que du sud, hein, entre le vent d'OTAN et la tramontane, ça porte toujours de la pluie. Et c'est ce qui permettra sûrement à Carcassonne de s'en sortir par rapport à d'autres villes qui ne sont pas très loin, comme Toulouse par exemple. Toulouse, j'ai fait la même étude, je peux vous dire qu'avec un scénario climatique qui, pour moi, va être assez pessimiste, je vous montrerai des courbes tout à l'heure. Le climat de Toulouse en 2070-2100, c'est celui de Séville, mais sans la mer. Donc ils vont prendre très cher les Toulousains, quoi, voilà, pour tout vous dire. Bon, on va évoluer vers une sorte de climat méditerranéen, même si ce n'est pas tout à fait le cas, mais malgré tout avec des degrés de température en plus et des pluviométries qui sont un peu aléatoires, et surtout, ce qui caractérise les climats méditerranéens, c'est les quantités de mois secs. Vous avez le méso-méditerranéen, le supra-méditerranéen, le thermo-méditerranéen, comme le climat de Marrakech par exemple, où on a plus de 4 mois, entre 4 et 6 mois sans pluie. Donc c'est ce qui va arriver quasiment dans tout le centre de l'Espagne. Et puis le thermo-méditerranéen va remonter sur les côtes méditerranéennes françaises. Donc ça va être très, très compliqué. Alors voilà à quoi ressemblent actuellement nos climats méditerranéens à partir de l'indice xérothermique de Gossen, qui était un biogéographe, également un excellent dendrologue. Il connaissait très bien les arbres. Il a créé un arboretum à Jouéoux en Haute-Garonne, sujet. Et donc, voilà, vous voyez que le thermo-méditerranéen est localisé sur une petite partie des Bouches-du-Rhône et sur le littoral varois et un petit bout des Alpes-Maritimes, sachant qu'après, les parties les plus chaudes du territoire français se trouvent à partir de Cannes et jusqu'à la frontière italienne, Monaco par exemple. On a des secteurs comme à Saint-Jean-Cap-Ferrat où il n'a jamais gelé depuis que la météo existe. Donc voici les... Alors ça c'était les anciens scénarios du GIEC. Moi j'étais parti sur le RCP 4.5. Bah ouais, 3 degrés 5 d'augmentation. Hein. Rendez-vous compte que contrairement à ce qu'on peut peut-être entendre, que si on voulait appliquer les accords de Paris, il faudrait fixer 4 fois plus de carbone qu'on en fixe actuellement, tout de suite, là, maintenant. Il faudrait... Alors à l'époque je disais il faut virer Trump et Bolsonaro, les choses sont faites, mais ils peuvent revenir, mais il n'y a pas que. Et non, les accords de Paris, voilà, il faut faire son deuil de ça. Donc vous imaginez, 1,5 degré c'était déjà énorme, 3 degrés, et ça va accentuer aussi les différences de masse d'air entre les mers et l'atmosphère. Donc les épisodes Méditerranée et Cévenol vont être encore plus puissants. En fait, avec les changements climatiques tels qu'on est dans notre bande tempérée, on ne va pas avoir moins de pluie, on en aura probablement davantage, mais mal réparti. Donc ça va poser problème, il faudra aussi en tenir compte. On peut passer, voilà. Alors les nouveaux voilà, on les avait tout à l'heure, donc c'est à peu près sensiblement la même chose, on a juste changé les codes. Donc je suis parti donc sur des études sur différentes villes de France, j'en ai d'autres à faire, donc j'ai pris comme ça quelques statistiques où voilà, on note l'évapotranspiration qui correspond en fait à la potentialité d'évaporation d'un sol. Hein, voilà. Et donc je mets ça avec les précipitations, et on voit que là où ça se courbe, où ça se croise, c'est un peu problématique. Et puis j'ai tenu compte aussi du nombre de jours de gel. Ça, c'est une vieille obsession quand j'ai commencé à m'intéresser à ces problématiques-là en 1997, à l'occasion d'un voyage en Californie. Je voulais acclimater des choses là où je travaillais, c'est-à-dire à l'Arboretum des Bars, enfin j'étais dans le Loiret à l'époque, et en recherche et développement à l'office, toujours dans le Loiret.
Et on est dans une zone tempérée, donc il y a toujours du froid hivernal. Voilà, il n'y a que certains journalistes de chaînes dont je tairai le nom qui nient ce genre de choses, mais néanmoins, il faut trouver des plantes qui résistent au chaud et au sec, mais au froid aussi. Il ne faut pas perdre ça de vue. Voilà, il n'y a que les jardineries qui pensent que le changement climatique, ça, on va mettre des bananiers partout. Non, non. On est à 45 degrés de latitude, à peu près. Donc la latitude de Montréal, voilà, on a toujours le Gulf Stream qui nous sauve, hein, et qui probablement va encore rester. Mais néanmoins, il ne faut pas perdre ça de vue. Donc on garde toujours en vue, même si les hivers sont plus courts, pas forcément plus froids. On a vu à Toulouse que les 10 dernières années, les hivers ont même été plus froids que les précédents. Donc on ne perd pas de ça, et il faut avoir des plantes qui résistent à tout, et je vais à peu près vous présenter les endroits où on peut trouver ce type de plantes. Oui, alors oui, voilà, donc l'argumentaire il est... Attendez, oui, on va repartir dans l'autre sens, voilà. Donc il faut évidemment se servir de documentation, et puis aussi avoir des contacts, voyager, hein, ça je vous apprends rien, et donc prendre aussi des informations qu'on peut trouver sur le terrain. Et puis voilà, trouver des espèces qui soient capables de réguler cette fameuse évapotranspiration. Vous savez, ça marche avec les stomates, les organes qui sont à la face inférieure des feuilles, ou des aiguilles, enfin des organes qui font la photosynthèse. Et on a deux types de plantes, en gros, enfin, pratiquement trois, on va dire. On a celles qui régulent leur stomate quand il fait trop chaud, trop sec, qui arrêtent tout, et qui attendent les jours meilleurs pour repartir. On en a qui vont limiter les choses, hein, et dans ce cas, saborder le feuillage, hein, on a des arbres qui balancent tout. Néanmoins, elles vont être obligées de retaper dans leur réserve pour refaire des feuilles en automne. C'est ce qui est arrivé cette année, encore une fois, avec des marronniers, par exemple. Et on a des plantes qui font rien et qui continuent de transpirer. Vous imaginez la métaphore d'un marathonien qui court et qui ne s'alimente pas. Et bien, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Et donc, on a ces phénomènes de cavitation qu'on compare à des embolies. Hein, donc, c'est les vaisseaux conducteurs de sève qui prennent des bulles d'air. Et donc, vous avez ou la branche qui périt complètement, ou parfois des embolies généralisées sur certains arbres. On a vu ça sur des cèdres, notamment à Châteauroux, qui sont morts en l'espace de quelques semaines. Alors, où trouver ces plantes qui résistent au chaud, au froid et au sec? Et bien, dans les endroits où on a ce type de climat. Et on a ce type de climat dans ce qu'on appelle les déserts froids, les déserts d'altitude. Et où on trouve davantage de déserts d'altitude? Et bien, dans le continent nord-américain. Ça, c'est les grands déserts américains. Il faut savoir qu'à part la vallée de la mort, la plupart des déserts américains sont peuplés de végétation. Ce n'est pas du tout les dunes du Sahara. Et on a deux genres intéressants qu'on trouve majoritairement en genre dominant dans ces milieux-là, ce sont les chênes et les pins. Vous avez des tas d'autres choses aussi, mais les chênes et les pins sont là. Et donc, ces grands déserts américains se prolongent avec le fameux désert de Chihuahua. Donc vous avez un petit bout là qui est en bleu turquoise dans le dessin de gauche, et vous voyez ce que ça occupe. Ça occupe grosso modo le nord-est du pays. On n'est jamais en dessous de 1500 mètres d'altitude. Je peux vous dire que la nuit, il pèle bien. Il fait froid l'hiver, il neige, il gèle. Mais la journée, il peut faire 55 degrés en plein cagnard. Donc on a des plantes qui sont obligées de tenir le choc avec ces variations de température, tant sur l'année que sur la journée. Alors où on peut trouver encore ce type de milieu? Eh bien on trouve ça en Afrique du Nord, dans les hauts plateaux sahariens, notamment le Tassili des Agères, hein, j'y reviendrai, dans l'arrière-pays provençal, dans le plateau central turc, dans le centre de l'Espagne, dans le sud des Balkans et dans quelques vallées d'Asie centrale. Ah, voilà. Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, dans ces secteurs-là, et dans certaines vallées de l'ouest de la Chine, mais c'est quand même assez rare, mais il y en a quelques-unes. Alors je me suis fait un grand plaisir. C'était un exposé, une formation que j'ai faite il n'y a pas longtemps à Lyon, et je cherchais une couverture à faire, et en emmenant des collègues en stage au Jardin botanique de Nantes, au Jardin des plantes, je suis tombé là-dessus. La révélation. Vous avez deux chênes l'un à côté de l'autre, de même dimension, qui ont été plantés en même temps. À droite, vous avez le chêne pédonculé, grillé. À gauche, vous avez le chêne des Canaries, intact. Ben voilà, c'est QFD. Il va falloir penser à planter autre chose que ce qu'on a actuellement dans les villes. On a quelques rares espèces autochtones qui vont pouvoir nous dépanner, hein, c'est-à-dire quelques méditerranéens toujours résistants au froid, au chaud et au sec.
Mais il va falloir aussi chercher ailleurs, parce qu'on a toujours fait depuis 350 ans qu'on plante des plantes, qu'on installe des plantes. Donc il y a une petite provocation volontaire au niveau des discussions qu'on pourra avoir sur la fameuse problématique qu'on a remis au bout du jour, à savoir planter des plantes qui ne sont pas de chez nous. Alors actuellement j'ai même augmenté un peu le curseur, je dois passer à 382 espèces. Je vais essayer d'arriver à 400 pour avoir un chiffre un peu intéressant. De végétaux, arbres, arbustes, arbrisseaux qu'on pourrait proposer. Alors, il y en a un certain nombre qui sont dans le commerce courant, Daniel a dû vous en parler. Et voilà, donc vous voyez, il y a une grosse majorité de feuillus et quelques résineux. Un nombre de genres qui est quand même assez vaste, 167 genres, on a vraiment de quoi s'amuser. Mais voilà, il faut diversifier. Alors je vous ai fait un petit florilège un peu à tous les niveaux de certaines plantes. On peut revenir sur la précédente, s'il vous plaît. Voilà. Avec au niveau des arbrisseaux, qu'on appelle la arbuste, parce qu'en fait, arbuste, c'est un arbre de petite taille. Mais, le genre Abellia, qui est un genre qui résiste très très bien aux épisodes caniculaires. Là, vous avez un beau sujet à la Villa Thurey à Antibes qui fait presque 4 mètres de haut. Et les abélias, globalement, ça fleurit pendant presque 6 mois de suite. Beaucoup sont parfumés. Angleriana, par exemple, ne l'est pas, mais fleurit pendant 6-7 mois d'affilée en renouvelant des fleurs. Et ça tient très très bien, même des basses températures, ça tient à -15 sans trop de problèmes non plus. Voilà. Alors les érables, eh bien, je vous ai mis effectivement 3 érables autochtones. Les architectes paysagistes plantent beaucoup d'érables champêtres, peut-être parce que c'est ce qu'on trouve plus facilement dans le catalogue des pépiniéristes. Ça résiste pas trop mal, mais je peux vous dire que quand on compare le champêtre avec le Montpellier, il n'y a pas photo entre les deux, quoi. Donc l'érable de Montpellier, à gauche, des petites feuilles assez coriaces qui se dégradent bien quand même, des couleurs d'automne magnifiques. Donc petites feuilles, petits fruits. En ville, c'est parfait dans les milieux très minéraux. Et l'opalus, l'érable à feuilles d'aubier, qui est un peu moins xérophile, mais assez thermophile aussi, qui est capable lui, de tenir dans de bonnes conditions. Alors ça, on ne fera pas des aliments avec parce que c'est un marronnier buissonnant. Il faut savoir que le genre Esculus, il faut presque l'éliminer des plantations urbaines à cause de ses exigences écologiques, plus des problèmes de mineuses, etc. Mais il existe en Californie une drôle de bête qui pousse dans les pentes sèches, qui débourre au mois de février, qui perd toutes ses feuilles au mois d'août, parce qu'au mois d'août il fait chaud et sec en Californie, et je peux vous dire qu'en culture en France, il se comporte de la même manière. Alors, vous allez me dire, mais il n'a plus de feuilles au mois d'août, pourtant il a des marrons à faire maturer, des marrons qui prennent la taille d'une boule de pétanque. Et en fait, l'arbre, pendant les 3-4 derniers mois où il n'a pas de feuilles, il va continuer de puiser dans les réserves qu'il a dans le tronc. Il y a une expérience qui a été faite à la Villa Thurey pour mesurer la dilatation des troncs au micron-près. Et on sait que l'arbre envoie ses réserves pour faire maturer ces drôles de marrons qui pendent. Voilà. Que voici. Et donc en fleurs, c'est très sympa. Voilà. Bon, ça fleurit en été. Ça, c'est la cytise marocaine, un arbuste qui a des poils sur les deux faces, donc c'est vraiment fait pour capter le peu d'eau qu'il peut avoir. Ça peut être un végétal qui peut atteindre 5-6 mètres de haut et qui résiste vraiment des épisodes de sécheresse très longs. Alors au niveau des aulnes, c'est assez curieux parce que les aulnes sont plutôt des arbres de terrain humide, mais il existe au moins 2 espèces qui s'en portent bien. Un hybride que voici, le Spaeti, qui pour l'instant a un comportement remarquable. Et vous avez l'aulne corse, le cordata, qu'on plante même sur les restaurations de terris, de carrières, d'aires d'autoroute. Ça résiste à la pollution atmosphérique aussi. Et voilà, l'aulne corse était très intéressant. Le genre Arbutus, eh ben, oui, c'est un méditerranéen, tout ce qu'il y a de plus costaud. Je vous ai mis à gauche, là, il est pris à Nantes, devant la cartoucherie, un hybride entre l'arbousier européen et l'arbousier de Crète, qui a une écorce aussi fabuleuse que l'arbousier californien que voici. Les arbousiers qu'on trouve dans les autres pays sont carrément des arbres. En Californie, on a garé un autobus sous un Arbutus menziesi, donc je veux dire que ça devient vraiment très grand. C'est peut-être un peu plus difficile à cultiver que les méditerranéens, mais on a aussi des arbutus au Mexique qui sont très intéressants et qu'il faudrait introduire aussi de toute urgence. Dans la gamme arbrisseau, aussi une espèce que j'avais ramenée de Californie lors d'un voyage, c'était le Calicanthus occidentalis. On appelle ça arbre aux anémones, mais ce n'est pas un arbre. La fleur sent le vieux vin ou le vinaigre quand on met le nez dessus. Autrement, ça ne sent
Ça sent pas le vin tourné dans tout le jardin, je peux vous garantir. Les feuilles sont aromatiques, ça fleurit pendant 6 semaines de suite en été, c'est très intéressant. Les carias, oui, pour l'instant un beau potentiel, notamment nutritif aussi avec le pacalier, hein, vous trouvez de ce côté-là. 2 sujets magnifiques dans les jardins de Bordeaux et de Montpellier. Des belles couleurs d'automne. L'inconvénient du caria, c'est son pivot épouvantable. Il faudrait presque les semer sur place, quoi, quasiment. Mais ça fait des pivots de 70 cm dès la première année. Mais bon, ça résiste au vent et ça va chercher l'eau en profondeur. Ce qu'on appelle la nèfle du Japon, l'Herobotria japonica, un persistant qui a une excellente résistance aussi aux chaleurs sèches prolongées. Le froid un peu moins, ouais. J'en connaissais un dans le Clunisois. Le Cluny il fait froid, mais en fait il est mort en 2012 quand la végétation a redémarré en janvier et qu'il a fait 3 semaines de froid en février. Le fameux février 2012 qui a été le dernier hiver froid qu'on ait eu. Bon, je ne me suis pas attardé sur le Stria qui est très intéressant, c'est la page d'avant. Et voilà, que voici, qui ressemble au charme un peu. Le genre Celtis, c'est les mycocouliers. Vous avez des tas d'espèces qui résistent bien au chaud, au froid et au sec. Et on plante beaucoup le mycocoulier de Provence, enfin dit de Provence parce qu'il n'est pas de chez nous non plus celui-là, acclimaté par les Romains. Il semble qu'il y ait une mineuse qui arrive sur le feuillage du mycocoulier australis, alors attention. Encore une fois, ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et ne pas céder à la tentation de l'arbre providentiel. En France, on aime beaucoup planter une seule chose au même endroit sur des kilomètres. Il faut absolument bannir ce genre de comportement. Bon, c'est pas forcément. Non, vous inquiétez pas. Pour l'instant, on la constate plutôt sur Montpellier, sur Nîmes. Mais bon, voilà. Alors, il existe d'autres mycocouliers, notamment le mycocoulier de Chine. Sur la page précédente, voilà, le mycocoulier chinois qui est très intéressant. C'est un arbre curieux parce qu'on trouve même à Hong Kong, hein, vous voyez qu'il est capable de tenir des climats très variés. Mais il a une résistance parfaite. Celui-là est pris en photo au jardin botanique de Limoges, qui n'est pas réputé pour être un climat chaud. Il a un feuillage assez particulier. Les cystes, les cystes, tout ce que vous voulez. La résistance au froid étant surtout chez le Laurifolus, cyste à feuilles de laurier, ça tient moins 18. Il y a un pépiniériste à Metz dans l'Hérault, Philippi, qui a écrit d'ailleurs un bouquin Jardiner sans arrosage que je vous recommande et qui est un spécialiste du cyste. Il en plante énormément. Alors les cystes ont absolument besoin d'un sol filtrant. Mon Laurifolus qui était pris dans mon jardin à cette époque-là est mort à l'occasion d'un printemps trop humide sur un sol limono-sableux. Le limon garde quand même l'eau. Donc attention, il y a des plantes qui ne supportent pas le moindre excès d'eau. Les bagnaudiers, on en trouve sur les pelouses calcaires du nord-est de la France, ça tient très bien le sec. Hein, c'est une légumineuse, donc on a le côté sympathique de la fixation d'azote. Oui, qu'on retrouve chez les aulnes aussi. Les aulnes ont une bactérie bien à eux, mais elle n'est peut-être pas dans la graine par contre. Ah non. Voilà, c'est ça. Voilà. Les arbres à perruques, vous en avez dans l'arrière-pays provençal, vous en avez dans la région de Digne, dans les Morts, dans l'Esterel. Ça résiste, mais c'est increvable. Et vous avez une espèce américaine qui, lui, elle forme des arbres carrément, et qu'on peut utiliser même sur des terrains carbonatés superficiels, ça tient. Très bien. Et en automne, c'est très beau. Ça, c'est une petite merveille qui vient des montagnes subtropicales du Zhejiang, en province de Chine, pas très loin de Shanghai. Une résistance à moins 20 degrés sans problème. Si vous avez l'occasion de visiter un jour l'Arnold Arboretum à Boston, vous en verrez des énormes. L'écorce ressemble à une écorce de Melaleuca, ça s'appelle en lanière blanche. Ça fleurit en fin d'été, début d'automne, ça dure 6 semaines. Après les fleurs, vous avez les calices rouges qui apparaissent. Et vous voyez sur la photo, il y a un bourdon dedans. Les hyménoptères adorent ça. Voilà. Donc c'est beau toute l'année. Vous avez là un arbre vraiment exceptionnel, un petit arbre qui même peut intéresser les apiculteurs. Alors là, j'ai trouvé... Le Lagerstroemia, je ne vais pas m'attarder dessus, on en plante partout, ça résiste à plein de choses, avec des variétés un peu plus résistantes au froid maintenant, mais lors d'un voyage à Philadelphie, je suis tombé sur cette espèce-là, qui est une espèce chinoise, qui a une écorce d'arbousier, une écorce violette. C'est Lagerstroemia foryi, ça vient de Chine, les Anglais l'ont. Je crois que j'ai un ami pépiniériste qui doit en avoir aussi en Bretagne. Il faut fouiller sur cette espèce-là, parce que l'écorce est encore plus jolie que sur ce qu'on appelle le lilas des Indes. Ça attire également les insectes, ça sent très bon. Ça, c'est une petite perle qu'il va falloir sûrement développer prochainement. Voilà. Donc ça, c'était
petite exception. Le mélia, alors ça, on en plante beaucoup. C'est un peu frileux, mais... J'en ai vu à 2000 et quelques mètres en Chine. Voilà, il suffit encore une fois de prendre des bonnes provenances, comme on le fait pour des tas de végétaux. Ouais, au sud du Tibet, à plus de 2000 mètres. Ouais, c'est pas mal. Il gelait à peu près, ils m'ont dit, à moins 15, moins 20. Et il y a des mélias. Vieux sujets. Ah, super. Ouais. Mais c'est pas de là que les premiers botanistes l'ont ramené. Ils l'ont ramené près de la mer de Chine. Ils n'ont pas ramené les cotypes de montagne. Il faut que j'aille le chercher. Ouais, il est intéressant à faire. C'est le réflexe qu'ont les pépiniéristes américains, c'est qu'ils prennent le pick-up quand c'est l'automne et ils vont ramasser des espèces en limite d'altitude. En fait, ils ont dans leur cursus la notion de provenance forestière que les forestiers ont, mais que la plupart des pépiniéristes français n'ont pas. Et en fait, il ne faut pas prendre là où on trouve les plantes tout de suite, il faut aller les chercher un peu plus loin. Et là, c'est ce qu'on a fait avec les chênes verts. Je peux vous dire que j'ai des provenances de chênes verts qui poussent à 1100 mètres d'altitude en dessous les gouales. Et dans un conteneur d'un litre, ça tient moins 15 degrés. Il n'y a pas de secret. Les ossements, vous pouvez faire de la haie, des brisons, des massifs avec, c'est persistant, ça sent super bon la fleur d'oranger. Et alors là, un comportement par rapport aux épisodes caniculaires qui est formidable. Un arbuste méditerranéen, puisqu'on dit, bah oui, il faut planter de la plante autochtone, bah voilà, le palure. Mais qui plante des palures aujourd'hui? Pas grand monde. En plus, c'est une architecture un peu bizarre, ça fait des fruits un peu comme des petites soucoupes volantes. En haie défensive, c'est sensationnel. Les aiguillons sont incassables et discrets, ce qui fait que si vous avez des problèmes de voisinage, c'est très pratique. Votre voisin ne rentrera qu'une fois chez vous parce que quand il va ressortir, il n'aura plus de peau. C'est pratique. Voilà. Alors ça, c'est une petite merveille aussi. Lors d'un voyage en Californie en 97, on était allé sur San Diego dans une zone aride, à yucca et à cactus, et il y avait des pistachiers sur le parking. Et les collègues m'ont dit, mais oui, on fait de l'ombre avec chez nous, sans problème. Ah. Et j'en ai revu donc il n'y a pas longtemps, en 98, sur le campus universitaire de Davis, à côté de Sacramento, qui sert d'abri à vélo. Il y a aussi des étudiants qui casse-croûtent en dessous. C'est increvable, d'une résistance aux épisodes caniculaires. Les pistachiers sont tous. Ouais. Pratiquement. C'est exact. On avait à une époque bah tiens, justement, voilà. On avait quelqu'un qui participait à une ONG qui venait en Afghanistan, même à l'époque des talibans saison 1, pas celle-là, parce que là c'est plus compliqué celle-là. Et il nous avait ramené notamment des graines de Pistacia atlantica, la sous-espèce Kaboulika, qu'on trouvait au nord-est de Kaboul à 2000 mètres d'altitude. C'est-à-dire que ça résiste à tout aussi. Ça. Alors, cette photo-là me fait toujours un peu sourire parce que on avait retrouvé Ben Laden avant tout le monde. C'est pas lui, il y ressemble, mais c'est pas lui. Et le Molaoma en dessous en train de mesurer, mais il ne sait pas très bien mesurer les arbres non plus, le Molaoma. Donc voilà. Et voilà, des Quercus baloutes en Afghanistan. Un collègue, un ancien pilote, on a introduit dans son jardin dans la région de Montauban, ça tient très bien. Et ces glands-là sont dénués de tanin, vous pouvez les manger comme ça. Voilà. Faire de la pâtisserie avec. Baloute est introuvable dans le commerce. Par contre, lui, on arrive à le trouver chez quelques pépiniéristes. C'est le chêne à feuilles de filaire, c'est un persistant qui pousse en front de mer, donc ça tient les embruns salés, les sols calcaires même, à la limite. Dites-vous bien que ce qui tient sur calcaire tient sur acide. L'inverse non, par contre, rarement. J'en ai fait 24 mètres de haie chez moi. En fait, j'ai rien inventé parce qu'une amie de Tokyo m'avait dit mais là, on cultive en haie taillée au Japon le Philéroides, au taille-haie. Quelle horreur. Enfin bref, ça marche. Ça fait des belles fleurs jaunes, les fleurs mâles, et les jeunes pousses sont cuivrées, rougeâtres, pourpres. Pour vous dire, j'en ai planté 24 mètres de haie pour remplacer du thuya. Au bout de 7 ans, les glands se ressemaient dans la haie. Et l'amplitude thermique de cette espèce, c'est moins 20 plus 50. Donc c'est une des solutions pour remplacer le thuya. En plus, il y a une variabilité génétique puisque les arbres ne sont pas issus de reproduction végétative. Alors par contre, c'est problématique pour le pépiniériste. Parce que la reprise, ouais. J'en ai des gros... Petit, ça va encore, mais en gros sujet, c'est compliqué. Ça reprend très très mal. Donc il faut planter. Ouais. C'est vrai.
planter tout petit. Il faut planter petit. On n'avait pas dépassé les 70 cm de haut. Et en plus, l'avantage des chênes, et c'est pour ça que je vais vous casser un peu les pieds avec, ça fait plein de bourgeons, donc ça se ramifie, ça fait une haie d'une densité phénoménale, quoi. Voilà. Alors, parmi d'autres chênes, le chêne liège de Chine, qui a des feuilles d'un peu de châtaignier. Là, c'est pris chez mes parents dans le Cantal, dans un petit arboretum perso, sur de l'arène granitique où il n'y a rien à bouffer. Voilà. Exposé plein ouest. Et c'est l'un des chênes qui pousse le mieux. Le bucléis, c'est un chêne rouge qu'on trouve Texas, Nouveau-Mexique, sur sol carbonaté. C'est l'exception qui confirme la règle. Ça pousse sur les filles. Ouais, et il rougit super bien, quoi. Donc c'est planté dans les rues de Dallas comme arbre d'animement. Ça va être bon, on va terminer à tôt. Voilà. Le chêne à feuilles de saule, ça, Daniel en parlerait mieux que moi. Ici, l'arboretum des Grandes Bruyères, un bel arbre pour faire de l'ombre, avec des grandes charpentières horizontales, c'est parfait. Mais attention au calcaire. Il n'aime pas le calcaire. Comme la plupart des chênes rouges américains, malheureusement. Voilà. Le lacéi, qui est un chêne qu'on trouve sur encore les dalles de calcaire du Texas, qui est capable de faire des pousses de 40 cm sur des dalles impénétrables et qui résiste à des températures de 55 degrés et de moins 25. Voilà. La Formule 1 des chênes, le Rhizophila, qui est l'un des 160 chênes, même 200 si on compte les espèces transfrontalières qu'on trouve au Mexique. Le Mexique, c'est pratiquement 50% des espèces mondiales de chênes et 30% de celles des pins. C'est un endroit intéressant, encore une fois. Là, c'est pris chez Michel Duhard, qui va fêter ses 100 ans l'année prochaine. Il a le plus grand spécimen d'Europe continentale, près de 23 mètres. Et c'est un semi-persistant ou persistant, avec des jeunes feuilles qui sont... Pardon, je casse le matériel. C'est bon, ça tient toujours. Avec des feuilles bronze au printemps. C'est absolument magnifique. Ça ne va pas tenir, ça? Parce qu'il faut que vous restiez à peu près... Ah oui, c'est ça. Il ne faut pas que je bouge. Voilà. Je bouge beaucoup, je suis désolé. Donc voilà, c'est un chêne rouge américain très intéressant, avec une croissance annuelle d'1,50 m, 1,80 m les premières années. Ils vont devenir plus grands au Mexique, en France qu'ils ne le sont au Mexique. Voilà. Le chêne de Chypre, qui a des feuilles dorées en dessous, Cacus alnifolia, plutôt un chêne de petite dimension là, qui pousse sur des pentes volcaniques. Pareil, grande résistance aux épisodes caniculaires. La Farès qu'on trouve en Afrique du Nord, 70 cm de pousse annuelle sur de la garriganime. Voilà, j'en avais proposé pour le canal du Midi, on m'a dit non, on pourra en reparler. Le Quercus canariensis, proposé également au canal du Midi, qu'on trouve ici en forêt, pris en photo en Kabylie, qui est un chêne qu'on trouve également dans l'extrême sud de l'Espagne. Voilà, et qu'on trouve donc au Maroc. Il a été éradiqué des îles Canaries par exploitation abusive. Mais c'est un chêne, là, le département recherche et développement va faire des tests d'îlots d'avenir dans certaines forêts publiques. Le Trojana, ici au parc de la Tête d'Or, c'est un chêne des Balkans, un petit chêne à feuilles de châtaignier qui tient aussi des épisodes caniculaires très longs. A contrario, ces arbres-là, si vous leur donnez un petit peu à boire et à manger, c'est ce qu'on a eu une année à l'Arboretum des Bars, c'est 1,30 m de pouces par an. Chose qu'ils ne font jamais dans leur pays d'origine. Le Skinus, voilà, je ne vais pas trop m'attarder dessus, on trouve ça en région méditerranéenne. Le laurier de Californie, très intéressant en termes de résistance à des périodes de sécheresse de 6 mois. Pour guérir les sinusites, c'est remarquable aussi. Ça, je pourrais vous en parler également. Oui, il est très odorant. Hein. Ouais, alors, j'avais une amie anglaise qui ne le supportait pas quand le vent soufflait dans les feuilles. Si vous froissez la feuille, ça peut vous faire le mal de tête de votre vie. C'est épouvantable. Et puis la reprise, alors là, c'est l'enfer. Hein. Ah, ça aussi. Au-delà d'1 mètre, moi, ils ont tous bien poussé, ils ont tous crevé dès que je les ai transplantés. Les petits. N'oubliez pas tant que ça. Les xanthoxylum, vous savez que dans la série, on a les timutes, les poivres dits du Sichuan, etc. C'est une rutacée en fait, c'est la famille du citronnier. Et en cuisine, c'est génial. Donc faites votre propre production de poivre du Sichuan, mais en même temps, plantez-en dans vos jardins, vous verrez, ça résiste à plein de choses. Quelques conifères, je ne vais jamais avoir le temps de tout finir. Avec les sapins, comme le sapin de Céphalonie, les calitris, ça c'est plutôt en climat méditerranéen, c'est australien. Je vous ai mis, voilà, le fameux cyprès du Tassili, alors celui-là, voilà. J'ai vu les plus beaux de France il n'y a pas longtemps à Montpellier. Voilà, il n'en reste plus que 254 à l'état sauvage, dans l'extrême sud de l'Algérie. Voilà.
conifères plus isolés de la planète. C'est un ami qui l'a découvert. Ouais, c'est super ça. Ouais, ça c'est Marc Laferrère. Marc Laferrère, ouais. Qui l'a découvert et qui l'a ramené dans ses valises en graines. Il a distribué à tous les pépiniéristes et puis au jardin botanique de Lyon. Et comme ça, on a pu en avoir. Et maintenant, moi, j'en sème et j'en cultive. Et tout le patrimoine génétique est conservé dans les arboretums méditerranéens, plus de la descendance. Il a un autre avantage. Il est encore plus résistant au sec et au chaud que le Sempervirens, le cyprès dit de Provence, encore une fois, il n'est pas de chez nous. Et surtout, par rapport au cyprès, il est insensible au chancre cortical, au Ceridium cardinale. Donc, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est faire des conservatoires un peu partout en France de Duprésiana, en plantant en ville. Voilà. Quelques pins, j'ai terminé là sur les pins. Alors, oui, une espèce californienne, le Sabiniana, je vous avais mis aussi d'autres espèces comme le Monophylla qui marche également. On a le Coulteri qui fait des cônes énormes, qui peut aussi bien fonctionner dans notre climat. Et, étonnamment, le Sequoia sempervirens a une bonne régulation stomatique. Et pour l'instant, on n'a pas de perte avec cet arbre-là. Voilà, je peux vous dire que ça marche bien. Le pin des Canaries, ça, il y en a de planté à Los Angeles en ville, mais il y en a de planté à Antibes sur les trottoirs aussi. C'est un pin qui tient très bien la pollution atmosphérique. Voilà. Voilà. Donc là, sur cette photo, il y avait également du pistier chez Chine à droite. Voilà. Merci de votre attention. Et puis on aura sûrement des petites questions. Oui, voilà. Merci beaucoup. Je passe le micro. Là, vous êtes tous un peu, monsieur. On peut aller dans le pratico-pratique. Alors, je suis arrivé à Sceaux il y a 5 ans. Je voudrais revenir sur les fousses et les dallages. Beaucoup de mes voisins sont dans ce cas. On hérite de vieux jardins. On fait des extensions, des nouvelles allées, des nouveaux chemins. Et on recouvre des racines. Et moi, par exemple, j'ai un très vieux malus qui avait au moins 40 ans, qui était très beau. J'ai fait une allée et je vois que depuis que j'ai fait l'allée, il va moins bien. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces racines qui sont un peu dévégétalisées, entre guillemets, au moins en partie, et pour aider ces arbres. Qui attaque beaucoup les trottoirs aussi. Il est dans la pelouse ? Il est dans une plate-bande à moitié, et il y a une allée qui recouvre la moitié de ses racines. On est beaucoup de voisins à avoir ce type de problématique, hein, fatalement. On a voulu sauver les vieux arbres. La meilleure des choses, sans utiliser la méthode qu'on a mis en place de biodynamisation, parce que ce serait un peu cher pour un seul arbre, hein. C'est de travailler le sol en surface, de même recouper un peu de racines, hein, pour les faire réémettre des radicelles, et d'amener beaucoup de BRF. Paillage. Après, de BRF mélangé au sol avec du compost, pour stimuler les micro-organismes. Et de toute façon, il va refaire des racines dedans. Dans les quelques mois de printemps, quand on va commencer le printemps, vous allez voir, les racines vont arriver dedans. Et c'est la meilleure solution pour lui faire refaire des racines en périphérie, aux endroits où on peut le faire, parce que sinon, il va claquer. Hein. On est parti sur ce chemin-là avec du fibralgo, par exemple. D'accord. Oui, merci. Vous avez donné un panorama, je dirais, des arbres résistants. Oui, d'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les facteurs de cette résistance, ou de ces résistances en fait? Est-ce qu'il y a des facteurs physiologiques, structuraux, etc., qui donnent à ces arbres la capacité d'être résistants? Cette fameuse faculté de réguler leurs échanges gazeux par les stomates. Bon, Thierry Ameglio, s'il était là, on aurait dit davantage. C'est des arbres qui ont un potentiel de résistance justement à la cavitation. Et c'est lié en fait au milieu dans lequel on les trouve. Encore une fois, on n'invente rien. Il y a un chêne que j'aurais pu vous mettre qui s'appelle Hippoleucoides, qui est une merveille absolue, qui est malheureusement pour l'instant introuvable, mais qui non seulement... je vais vous dire comment cette plante elle est armée. Elle a des feuilles persistantes qui font ça d'épaisseur. Sur le dessus, il y a une cuticule qui est raide comme le bois, et en dessous, il y a un feutrage, un tomatum blanchâtre de poils épais comme ça. Alors ça déjà, tranquille, mais par-dessus le marché, quand il fait trop chaud, il fait comme le laurier sauce, il met ses feuilles au garde à vous, pour limiter la surface en évapotranspiration.
C'est bon, vous avez le comportement idéal pour résister à ce genre de choses. Plus des enracinements profonds. Plus l'accompagnement mycorhizien adapté à cette espèce. Et ectomycorhizien, pour le coup. Hein. Parce que sinon, il pourrait pas. Ectomycorhize. Eh bien, vous avez des arbres qui sont endomycorhizés et puis des arbres qui sont ectomycorhizés. L'ectomycorhize la plus connue, c'est la truffe. La truffe, c'est une mycorhize, hein. C'est un champignon. Donc, les chênes, les charmes, quelques espèces comme ça, ont des ectomycorhizes. Ce qui différencie l'ectomycorhize de l'endo, c'est que l'ecto, elle est en manchon autour des racines. D'accord ? Et elle va prospecter dans le terrain, elle ramène l'humidité, l'eau à l'arbre, et elle va permettre aux oligo-éléments d'être admissibles par l'arbre. Hein. Elle va les modifier et elle va les permettre de l'arbre de les capter. Et puis l'endomycorhize, elle est à l'intérieur de la racine. Elle est à l'intérieur de la racine, les filaments extérieurs véhiculent l'humidité. Voilà. Mais il y a quelques années, on achetait des mycorhizes dans le commerce et puis on mycorhizait les plants sans vérifier s'ils étaient endo ou ecto. Et là, forcément, ça ne marche pas. Et puis en plus, on mettait les mycorhizes comme ça, sans prendre précaution de leur donner à manger du carbone. J'en reviens au carbone. Et donc, si on met du carbone, si on mycorhize, ou si on infecte, enfin, je n'aime pas le mot, mais on ensemence les bactéries, et bien là, votre arbre, il va se développer. Hein. Oui, alors justement, j'ai plusieurs questions, mais sur les champignons qui accompagnent donc l'arbre, le système racinaire de l'arbre, ça veut dire qu'on va planter en conteneur et non pas en racine nue. C'est-à-dire qu'on va transporter l'arbre avec ces champignons qu'il a développés dans la pépinière. Ah non, non. Non. Alors oui, effectivement, moi j'en ai dans la pépinière. Hein. Je suis d'ailleurs pas mal pourvu en micro-organismes dans la pépinière. Non, c'est pas les miens de micro-organismes qui sont importants à vous amener chez vous. Pas du tout. C'est les vôtres. C'est les vôtres. Parce que vous n'avez pas vu tout à l'heure dans les présentations Rhizosol, la méthodologie, c'est-à-dire qu'on fait des prélèvements, vous faites des prélèvements de terre. On les envoie au laboratoire. Le laboratoire va isoler les bactéries, physastrées azote, subphysastrées de phosphore, va les mettre en reproduction et va nous les envoyer. La même chose pour les mycorhizes. D'accord ? Pour les endos. Mais les ectos, on va récupérer des racines d'arbres qui sont proches de votre chantier. On va récupérer des racines pour récupérer les ectos qui sont en manchon sur les racines. Et on va les mettre en production. Et on va vous les redonner. En fait, moi, le principe de Rhizosol, nous, on vend rien. On ne vend pas de mycorhizes, on ne vend pas de bactéries. Non, on les multiplie, les vôtres. Donc on vous fait une prestation de service. Parce que, en plus, la loi française interdit la vente de micro-organismes, sous condition. Elle l'autorise si elles sont homologuées. Mais tout simplement, pour homologuer une bactérie, une mycorhize, il faut 1 million d'euros pratiquement. Hein, pour arriver à... Et puis, il faut 5 ans pour les faire homologuer. Donc autant dire que c'est pas possible. Mais on vous fait une prestation de service, mais qui est valable pour votre chantier. Donc on va vous les redonner, vous allez les introduire en même temps que vous faites la plantation. Hein. Alors dans l'idéal, on peut en garder quelques litres, et puis en mettre autour des mottes. Quand on paille la motte et qu'on grillage, on met la paille, et là, la paille, c'est du carbone à action rapide, donc elle se multiplie tout de suite. Hein. Sitôt qu'on a les 14 degrés, boum, c'est parti. Hein. Et puis,
après, dans la fosse de plantation et hors fosse de plantation. Là, c'est très important parce qu'on va inviter les racines à aller prospecter hors fosse de plantation. Je n'ai pas pu tout vous dire tout à l'heure, j'avais passé le temps. Oui, enfin, je crois qu'on pourrait passer la nuit parce que c'est passionnant, effectivement, et on a plein de choses à apprendre, ça c'est clair. En l'occurrence, je dirais en milieu urbain, parce qu'on est quand même en ville, hein, je veux dire, et la fosse de plantation, ou je dirais ensemencée, donc les porteurs de la fosse de plantation, je dirais, on est en conflit avec l'espace dédié au cheminement des piétons, c'est-à-dire au piétinement. Donc ça sera forcément... C'est pour ça que tout à l'heure je parlais donc des fosses qui sont encaissées, hein, qui permettent donc de préserver et le piéton, enfin et l'espace pour le piéton et l'arbre. Voilà, je trouvais que c'était une solution intéressante. Moi je voulais revenir sur une autre question, excusez-moi, d'un autre genre. Le sujet aujourd'hui qui préoccupe tous les citadins, c'est la lutte contre les îlots de chaleur. Alors, bon, moi j'ai compris que, alors effectivement, tout le monde donc s'attend à ce que les arbres, je dirais, portent la solution. Alors, les arbres, effectivement, donc créent de l'ombre. Donc effectivement, on peut se mettre un petit peu à l'abri du rayonnement ultraviolet ou infrarouge. Enfin, on peut chercher un peu la fraîcheur sous l'arbre. Mais moi, j'avais imaginé que les arbres aussi, au travers de leur fonction d'évapotranspiration, contribuaient aussi à abaisser donc, la température dans un espace urbain. Et donc, là, j'ai compris au travers de ce que vous avez dit que ce n'était pas du tout ça, parce qu'en fait, l'arbre lui-même souffre de la chaleur, et donc, à un moment, quand il fait trop chaud, il se bloque. Donc, pour le coup, il ne va pas rafraîchir. Pas tous. Il faut pour que les arbres puissent faire cette fonction-là, donc qu'ils puissent transpirer et évapotranspirer, il faut qu'ils aient une alimentation en eau. S'il n'y en a pas, ça ne marchera pas. Voilà, c'est clair. Sinon, c'est de l'ombre. Et comme dirait Francis Salé, sous l'ombre d'un platane ou d'un icocoulier, vous gagnez 7, 8, voire 9 degrés. Donc c'est déjà pas mal. Alors, je vous donne rendez-vous dans un an, et puis je vous en dirai plus sur les îlots de chaleur. Les îlots de fraîcheur. Les îlots de fraîcheur. Parce que j'ai déjà déposé des enveloppes solo, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, j'ai mis au point un système pour rafraîchir les villes. Mais je ne peux pas vous en dire plus, je ne peux pas vous en parler plus, et j'espère que l'ingénieur que j'ai embauché va venir, parce que là, il faut que j'embauche quelqu'un pour s'occuper de toutes ces innovations, parce que ce n'est pas la seule, j'en ai d'autres. Mais celle-ci, elle est bien au point et elle est forcément d'actualité. Alors nous, justement, on a été contactés par une entreprise qui nous a dit, effectivement, l'îlot de fraîcheur, c'est pas je plante des arbres et ça va, parce que si l'arbre n'a pas suffisamment d'eau, il va pas apporter la fraîcheur, etc. Et il nous dit, mais formule magique, nous avons des petites choses là, on en met une motte au pied de l'arbre, qui développe plein de bonnes choses, dont des petits fragments, un peu comme une gelée d'eau, et qui, alors, voilà, tout à fait, et qui nous dit, alors, c'est simple, vous faites une expérimentation chez vous, vous nous plantez un arbre sur 2 avec ces petits bazars, c'est 100% naturel. Fantastique. Voilà. Pendant 3-4 ans, ça va dégager de l'eau sous forme de gel, avec des petits trucs à grignoter dedans. Et par contre, au bout de 2-3 ans, il faut remettre ces petits machins. Ah, il faut en remettre, oui, parce qu'effectivement, ce serait dommage d'en mettre qu'une fois et puis non, mais... Oui. Non, mais il voulait transformer... Alors, il y a 10 ans, hein, il y a 10, 15, 20 ans, il voulait transformer le désert en oasis, en mettant ces petites billes dans le désert, et puis ça allait nourrir les arbres allaient pousser, on allait faire des forêts dans le désert. Mais tout simplement parce que les petites billes, elles ne sont pas au point. Et c'est pour ça qu'il les remplace tous les 3-4 ans. Parce qu'elles retiennent tellement bien l'eau que l'arbre, il ne peut pas aller la chercher. Donc,
Ça, voilà. Moi, je suis plus pour les techniques simples et techniques naturelles. Parce que la technique de la biodynamisation, c'est naturel. Hein, on prend les micro-organismes qui sont contenus dans votre terrain, on les amplifie, on les réinjecte dans le terrain. C'est pas de l'auto-fertilisation, ça? Bah oui, tout simplement. Tout à l'heure, vous avez parlé des marronniers de la ville, des villes en général. Vous avez dit qu'il semblerait qu'il faille devoir les remplacer parce qu'ils ne résistent pas à la chaleur. Oui, j'étais même été gentil parce qu'il va falloir y renoncer, oui, carrément. Comment elle s'appelle l'organisme alors, la mineuse. Il y a la mineuse, mais il y a pire que ça. Qui attaque, etc. Pendant l'été. Alors, moi, la question que je vous pose est la suivante. Moi, j'ai une expérience. De ma fenêtre, j'ai 2 marronniers. On simplifie. Il y en a un qui, quand il fait très chaud, résiste très bien. Il maintient sa parure. Les feuilles tombent beaucoup plus tard. Puis un autre qui dépérit beaucoup plus vite. Alors voilà, déjà, un petit bémol. C'est-à-dire qu'il semblerait que dans certaines conditions, le marronnier résiste beaucoup plus par rapport à l'autre. C'est de la microtopographie, ça. Vous avez sûrement un arbre qui a un peu plus à boire que l'autre. Le marronnier, c'est un arbre de ripisylve, de zone inondable. Donc, effectivement, vous allez dire, on les a plantés en ville. Ça a tenu jusque-là, parce que le climat était ce qu'il était. Et comme tous les arbres urbains, ils ont les radicelles qui courent le long des tuyaux et qui arrivent à choper des micro-fuites et qui s'en sortent comme ça. Mais avec 2-3 degrés de plus, ça risque vraiment de ne pas suffire, si vous voulez. Il y a aussi un autre sujet par rapport aux marronniers, c'est qu'en plus les marronniers sont matraqués. C'est-à-dire que la France est un pays qui matraque ses arbres. D'ailleurs, j'en profite, il y a des élus ici, je pense. Je me suis lancé dans cette espèce de croisade, c'est réformer le code civil qui autorise légalement la mutilation des arbres de votre voisin, ou votre voisin a le droit de mutiler les arbres de chez vous, au nom de la loi. Il faut la changer, cette loi. Il y a peut-être plus urgent à l'Assemblée nationale, mais il faut absolument abroger ces 3 foutus articles, 671, 612, 673. Voilà, parenthèse est faite. Donc, en plus, comme je disais, les marronniers sont mutilés, donc raison de plus pour qu'ils chopent des champignons, etc., et qu'ils ne s'en sortent pas. Il y a un autre problème avec le marronnier. On est dans le nord de la France, il y a le champ cortical à Pseudomonas qui est en train de faire des ravages et qui va finir d'achever ce que la mineuse a commencé. Ok. Une autre question qui s'est posée suite donc à la réunion précédente concernant l'arbre, c'est celui de savoir quand on plante des petites choses, enfin disons des fleurs au pied d'arbres pour faire beau, mais également pour donner un peu de végétation, on dit que ça peut aussi avoir des conséquences sur les racines de l'arbre, pas forcément de l'empêcher de pousser, mais je veux dire de ralentir sa croissance, etc. Alors est-ce que ça correspond vraiment à quelque chose de réel, ou est-ce que finalement on peut continuer à faire en sorte que l'arbre puisse également avoir un pied agréable voilà. Alors, tout dépend de ce que vous voulez mettre. Si vous faites un tapis de vivaces ou d'annuel, le mieux c'est des vivaces, c'est un bon tapis de pervenche, un tapis d'épimédium, des lys, des iris, des lys, des cyclamènes, enfin de la vivace, quoi. Quelque chose qui couvre. Surtout pas, comme beaucoup d'architectes paysagistes le font, planter des arbres sous des arbres, des arbustes sous des arbres. Parce que là, la concurrence en eau, elle est directe. Mais de toute façon, on devrait toujours planter au pied des arbres. Pourquoi? Eh bien parce que la plante qu'on va planter, la vivace, l'annuelle, c'est elle qui en premier, plus rapidement que l'arbre, parce que l'arbre, il faut qu'il refasse ses racines, il lui faut du temps. La plante, elle va se développer très vite, et elle va se développer, elle va multiplier les micro-organismes. Elle va les multiplier à une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer, parce qu'une plante annuelle, elle se développe en quelques semaines. L'arbre, il lui faut des mois. Et en quelques semaines, elle va multiplier les micro-organismes et l'arbre va en profiter. Donc, c'est le contraire. C'est contraire. C'est très bien de planter au pied des arbres. Dans certaines réhabilitations
de zones industrielles dévastées, où le terrain a été chamboulé, il n'y a plus de terre végétale, il n'y a plus rien, hein, avant que les architectes, tout le monde professionnel connaisse la biodynamisation, et bien qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils plantaient des jeunes arbres sur le terrain sans apporter de terre végétale, et ils ensemençaient des mélanges. Ce qui est bien, c'est les mélanges. Et là, les mélanges avec des légumineuses, avec d'autres plantes, vont faire travailler les micro-organismes. Et là, l'arbre va en profiter. Donc, pas de problème pour les arbres. Alors, effectivement, il ne faut pas que ce soit des arbustes qui pompent. Hein, ni des légumes, parce qu'effectivement, il prenait l'exemple la dernière fois de ceux qui mettent des carottes, des petits trucs. Très bien. Mettez des poireaux. D'accord. Mettez des poireaux. Bon, alors on continue alors. Quand on fait de la j'osais plus en parler, donc. Quand on fait de la multiplication de mycorhizes, il y a deux grandes méthodes. Il y a l'in vitro, laboratoire, et il y a l'in vivo. Et vous savez sur quel support on les multiplie? Sur des poireaux. Sur des poireaux. On ensemence des bacs avec des poireaux. On va mettre des mycorhizes, de la terre mycorhizée dedans. On va ensemencer et 3-4 mois après, toute la terre est mycorhizée. Okay. Donc il n'y a pas de problème. D'autres questions? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. La ville de Paris justifie des coupes rases depuis 2020 dans le bois de Vincennes, au motif qu'il faut abattre des acacias et des érables pour planter certains des arbres que vous avez montrés. Or, on remplace donc des centaines d'arbres anciens et matures par des petites clairières. Entre le CO2 et les arbres, la lutte contre le CO2 qui est faite par les arbres, et les arbres qu'il faudra dans le futur, il faut choisir quoi? Pour ce qui est des érables, je pense qu'il y a dans le coup la maladie de la suie qui doit être incriminée. Je peux vous dire aussi que l'érable sycomore et l'érable plane en plaine sont condamnés par l'évolution du climat. Je peux vous en citer des tas partout, dont les écorces sont même carrément brûlées. Après, il peut y avoir aussi des questions peut-être de rotation et d'équilibre de classe d'âge, pour essayer que tous les arbres ne vieillissent pas en même temps. En tout cas, il arrive un moment où il faut renouveler l'existant. Je suis également expert arboriste dans mon travail, et je peux vous dire que souvent, on a des élus, des municipalités qui freinent des cas de fer pour ne pas abattre des arbres, parce qu'en gros, je me souviens d'un maire d'une commune des Landes qui m'a dit « il y a les municipales dans 2 mois, vous ne m'abattez rien du tout ». Alors, moi, comme ma prédécesseur, j'avais dit on maintenait ces platanes, parce que c'est des platanes qui sont complètement délabrées, c'est acharnement thérapeutique ou maintien sur place, mais le maintien coûte de l'argent aussi. Alors, il y a des choses, effectivement, la fixation du carbone, et ça Francis l'a très bien dit, d'un grand arbre est forcément supérieure à celle d'un petit, mais il arrive un moment où il faut constater que les arbres sont... Ça peut être le cas, j'en sais rien, je ne connais pas j'essaie de faire peut-être l'avocat du diable et d'expliquer pourquoi on peut abattre des arbres dans certaines conditions. Mais quand ils sont en fin de vie, au bout d'un moment, il faut arrêter de s'acharner. Il y a un sujet sur lequel je me suis beaucoup impliqué, c'était les platanes de Gien, où j'ai renvoyé dos à dos l'association qui voulait à toute fin maintenir les platanes et la mairie qui a planté des Gleditsia Sunburst à la place en disant que l'un comme l'autre, ils avaient tort, qu'il ne fallait pas planter ça, mais qu'au bout d'un moment, ces platanes qui sont catastrophiquement bourrés de nécrose et tout ce qu'on veut, ils ont fait leur temps. En plus, c'est des arbres qui ont été scalpés à 4 mètres de haut, qui ne font même pas d'ombre, et qu'il faut tailler tous les ans, parce qu'on les a taillés depuis le début, donc ça consomme de la main-d'œuvre. Et les arbres, en plus, le rendu esthétique est moche. Alors Alain Baraton avait dit qu'il avait trouvé l'alignement majestueux. À mon avis, il a confondu avec un aliment qui est de l'autre côté de la Loire, parce que c'est pas possible, c'est pas majestueux du tout. Enfin, même si la beauté, c'est subjectif. Donc il arrive un moment où il faut replanter. Je pense que à l'époque d'Haussmann, quand on a planté des arbres, on n'a pas pensé à notre futur immédiat. C'est grâce à ces gens-là qu'on a des parcs et des aliments à l'heure actuelle. Si on ne fait rien maintenant, on continue de repousser l'échéance et la patate chaude, on la balance à nos générations qui suivent. Ce qui est à mon avis pas un cadeau.
Alors, tout ça, c'est pour dire pourquoi on peut remplacer des arbres. Alors, je ne connais pas la politique de la ville de Paris ou Bois de Vincennes. Je pense qu'il y a des... Si c'est des érables, il y a sûrement des questions sanitaires, mais ça reste à approfondir. En tout cas, il faut quand même se dire qu'à un moment, il y a des arbres qui sont vieillissants sur lesquels on a des problèmes de sécurité. Et je peux vous dire que, je vais vous donner un dernier exemple après, parce que j'ai repassé la parole. J'ai fait abattre des platanes, encore une fois, sur une commune des Landes. Une énorme charpentière s'était écrasée sur un escalier entre la mairie et l'église. Imaginez, on ne va pas fréquenter du tout. Et quand j'ai fait mon rapport de diagnostic, j'ai fait abattre tous les platanes parce que, en plus, c'est des platanes, ils avaient plus que 2 charpentières. Mais c'était des trucs, mais des porte-manteaux, quoi. Des porte-manteaux, c'était même pas des arbres. Ils étaient délabrés et extrêmement dangereux. Je les ai mis en abattage. Le jour où j'ai publié mon rapport, le GNSA m'est tombé dessus et sur Facebook m'a incendié complètement. J'ai l'habitude, c'est pas grave, c'est pas le problème. Quand la personne a eu le rapport dans les mains, on l'a plus entendu. Je pense qu'elle a dû le lire, elle a dû comprendre pourquoi j'avais mis ces arbres en abattage. Parce que moi, je gagne rien à faire abattre des arbres. Hein, c'est pas... En plus, il y en a qui nous ont dit oui, à l'ONF, on veut faire du cube avec des arbres qui sont creux. Enfin, il faut arrêter le délire aussi, quoi. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc j'ai mis ces arbres en abattage pour des raisons de sécurité. Ils étaient vieux, complètement... Enfin, je ne devrais pas dire ça, parce qu'après les gens transposent, on va dire, les humains, il faut les abattre à bout d'un moment. Non, mais c'était vraiment des arbres dangereux, voilà, tout simplement. Et ils avaient fait leur temps. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut recréer des aliments, il faut refaire ce que des gens comme Haussmann ont fait, il faut à nouveau replanter des arbres. J'en profite pour dire que, je ne sais pas, je sais qu'il y a des villes où ça marche comme ça. Je vais être un peu taquin. Il y a une espèce de course à l'échalote de celui qui en plantera le plus. On a vu ça depuis quelques années. Il y a une maire d'une grande commune de France qui a lancé ça. Encore une fois, le tout, c'est pas de savoir combien on va mettre d'arbres, c'est de savoir ce qu'on va mettre et où on va les mettre. Après, on regarde combien on en met. Et que si, avec ces raisonnements comme ça, à planter 3 arbres au mètre carré, on se lance là-dedans, je peux vous dire que les aliments tels qu'on les a fait à l'époque d'Haussmann, on ne les fera pas aux générations suivantes. Ce qui compte, c'est de faire du qualitatif et pas du quantitatif. Et je reconnais volontiers que quand on est élu, ça doit être difficile de dire à des gens « Non, je ne vais pas planter 3000 arbres, j'en planter 15 ». Et le remplacement du 1 pour 1 ou du 3 pour 1, dans la plupart des cas, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas la place de planter un arbre au milieu de 2 autres. Donc c'est de la pédagogie. Je pense qu'il faut informer les gens et de dire qu'un arbre, ça fonctionne de telle manière et qu'ils ont besoin de place. Et un dernier exemple, je m'excuse, je déborde, mais il y a une commune de Gironde où un maire s'est fait élire d'une petite commune de banlieue, de la métropole, avec un programme de 3000 arbres. Son adjointe en l'environnement lui a dit, une fois élu, bon, on va peut-être diviser par 3. Okay. Puis j'ai été convoqué pour faire l'inventaire des arbres sanitaires de la commune. Et elle m'a dit, tant que vous y êtes, vous pouvez voir où est-ce qu'on peut planter des arbres. Je dis, ok, je fais ça en même temps, tant que j'y suis. J'ai trouvé 70 emplacements. Ils vont les mettre tous les 1000. Donc, si le but du jeu, c'est d'entasser les arbres et après de se dire, bah, il y en a bien qui vont crever, bien qui vont marcher, c'est de la dépense publique, c'est du gâchis de matériel végétal, et surtout, ces arbres-là ne se développeront pas. Dites-vous bien que si vous plantez 3 arbres dans 3 mètres carrés, comme on le voit souvent, beaucoup d'architectes le font, la métaphore, elle est vite vue. On va en manger au restaurant ce soir, on a une assiette chacun, ou alors on en a une pour tout le monde. C'est le cas quand on plante les arbres les uns sur les autres. Donc, ou il y en a un qui bouffe les autres, ou ils crèvent tous parce qu'ils ne mangent pas assez à leur faim. Voilà pourquoi il faut faire du qualitatif. C'est un peu la problématique qu'on a, je dirais, sur la ville, hein, parce que dans les espaces publics, on n'a pas un maximum d'espaces publics libres, à part de retirer toutes les places de parking sur le long des rues et de mettre des alignements d'arbres. Donc ça signifie qu'on est rentré plutôt dans une démarche de sensibilisation, d'accompagnement, et ces conférences en font partie, hein, d'accompagnement des citoyens pour planter les arbres. Et dans ce cadre-là, on a mis en place le fait qu'il y a une participation de la ville qui peut aller jusqu'à 200 €, à la condition effectivement que les essences soient définies, que l'emplacement soit adapté, parce qu'effectivement, comme vous le dites, il y a un très beau mur qui est ici, je vais planter 3 arbres qui au bout de 5 ans vont se retrouver à l'étroit. Donc c'est des contraintes, hein, et c'est souvent vécu parce que du coup on est un peu frustré parce qu'on a mis ces aides-là. On aurait aimé que ça puisse enclencher
des plantations dans les espaces privés et des copropriétés et des jardins. Et les contraintes qu'on a mises semblent trop lourdes. Et du coup, on n'a pas forcément un nombre de plantations... Attendez, il faut que vous preniez le micro. Dites-vous bien que c'est pas le nom qui compte, mais je sais que c'est un message qui est dur à faire passer parce que depuis un an, je crois, avant les municipales précédentes, il y a des villes qui sont lancées dans des chiffres faramineux et qui sont complètement irréalistes. Mais je sais que c'est pas vendeur de dire ça. Mais voilà, au bout d'un moment, si on veut que les arbres puissent grandir, il faut leur donner la place de s'exprimer. Des belles fosses de plantation et des arbres à densité large. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a encore une question ou est-ce qu'on vous laisse le mot de la fin? Oui, alors moi je voudrais juste vous relancer justement sur l'avenir de votre collaboration, parce que je sais que vous prévoyez de nouvelles missions, notamment au Mexique. Thierry, quand on avait parlé précédemment, vous évoquiez, et ce soir aussi, la question des villes comme conservatoires des espèces en danger critique d'extinction, notamment là on parlait du Cupressus dupresiana, donc le cyprès de Tassili. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur cette dimension-là, c'est-à-dire à la fois pouvoir lutter contre le changement climatique en renouvelant le choix des espèces et en œuvrant également pour la biodiversité et puis pour la préservation, on va dire, de certaines espèces qui, dans leur milieu naturel, sont prêtes à disparaître en fait. Oui, c'est une idée. Hein. D'ailleurs, c'est pareil, on pourrait recréer pas mal de plantations comme ça si on se remettait à planter des arbres en bord de route. C'est d'ailleurs l'occasion de faire de l'ombre et puis d'utiliser moins la clim dans les voitures. Oui, l'exemple emblématique du dupresiana, il est évident. Après, la balle est entre les mains de l'INRA, qui possède pratiquement, avec l'ONF d'ailleurs, un certain nombre de plantations, et sur lequel il faut se mettre d'accord pour faire de la multiplication. Les Marocains ont planté Cupressus atlantica, qui est en danger d'extinction, un peu moins quand même que l'autre, dans les rues de Marrakech, vous en trouvez. Voilà, c'est aussi un moyen comme un autre de joindre l'utile à l'agréable. Après, le cypre, on va vous dire, ouais, le pollen est allergène, mais il suffit de pas en faire des alignements de 10 km. Quoi. Mais oui, il y a d'autres espèces, notamment des chênes mexicains menacés aussi, qu'on pourrait planter, enfin bref, et qui pourraient en plus nous rendre service pour faire de l'ombre. Voilà. Tiens, j'en profite pour dire, si vous voulez voir notamment des chênes mexicains en grand nombre, en France, il y a un arboretum dans le nord de la Dordogne qui en plante depuis plusieurs années. Et j'ai emmené la métropole de Bordeaux visiter ça il n'y a pas longtemps, et ils ont été bluffés par ce qu'ils ont vu. Quoi. Voilà. C'est un exemple de diversité intéressante à utiliser chez nous. Bonne idée. Et du coup, comme vous prenez la parole, Daniel, comment faire pour que tout ce que Thierry nous a montré ce soir, pour que des pépiniéristes en fait, puissent s'en emparer et que ça puisse être commercialisé et utilisé ensuite par les paysagistes et par les collectivités dans leur cahier des charges pour justement pouvoir étendre ça à grande échelle? Oh, je peux y arriver en 2 minutes, je pense. C'est très simple. Il faut s'équiper de bonnes chaussures, de bons sacs à dos, avec une gourde. Et puis, il faut monter aux montagnes, il faut aller grimper, il faut aller chercher, il faut fouiner, il faut regarder, il faut cueillir les graines, trouver des gens sur place aussi pour les cueillir à notre place quand on sera reparti, parce qu'on ne va pas y aller tous les ans. Et puis après, il faut un pépiniériste qui a un peu de courage et puis qui aime prendre des risques. Il faut les semer. Mais semer une nouvelle espèce, on n'est jamais garanti du succès. Parce que peut-être qu'elle va bien pousser, peut-être trop bien pousser, et puis quand elle aura un certain âge, on va s'apercevoir que quand on les plante, il y en a 8 sur 10 qui meurent. Parce que la plante, elle n'est pas transplantable. Parce que si elle ne fait pas de racines, si elle fait que des pivots, que des racines profondes, ben, quand on l'arrache, on ne peut pas la vendre. Parce qu'elle ne reprend pas. Hein. Donc, c'est problématique. Hein. Le chêne pubescent, par exemple, il est très difficile de reprise. Très difficile. Bon, on a trouvé l'astuce. Hein. Moi, ça y est, maintenant, j'ai l'astuce. Je peux vendre des chênes de 20-25 qui ont 10 ans avec une garantie de reprise 100%. Mais, voilà. Et
Il faut avoir le courage et puis il faut avoir les finances aussi pour le faire. Donc ça, et puis être pépiniériste, éleveur, c'est facile. On achète des jeunes arbres bien formés, tutorés, et on les transplante, puis on les vend après, c'est facile. Mais les faire de semis, les repiquer et faire grandir, les tutorer, les soigner pendant 8 ans avant de les vendre, vous voyez, c'est pas facile. Mais ça, je le fais depuis 40 ans. Donc j'ai une expérience et je suis, malheureusement, on peut le dire, hein, le seul à élever des arbres de grande taille. Je vous disais tout à l'heure des séquoias sempervirens, justement de 24 mètres d'auteur. Hein. Avec des troncs, on peut se mettre à 2, on ne fait pas le tour. Et je fais aussi des semis et je sème des graines et je fais des petits plants. Donc, faire les petits plants, je suis tout seul. Il n'y a pas d'autre qui est spécialisé dans les arbres d'ornement. Donc voilà, il va falloir effectivement motiver des pépiniéristes, mais surtout des multiplicateurs. Et là, c'est pas gagné. Parce que les nouveautés, ils sont frileux. Est-ce qu'on va les vendre? Est-ce qu'on va trouver? Alors, il y en a quelques-uns qui commencent à prendre le vent et qui essayent. Mais il faut encore développer du savoir-faire et de la technique hein, pour semer. Hein. C'est pas facile. Hein. Voilà. Bien, merci beaucoup et puis bonne fin de soirée à toutes et tous. Et puis rendez-vous le 19 janvier pour la 3e et dernière session de ce cycle de conférences sur les arbres.